Bonsoir à toutes et à tous. La Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition et les laboratoires COPER organisent les jeudis de l'AS médian sous le thème de la maladie de Cushing. Comme vous le savez, la pandémie Covid-19 nous a imposé de passer à ce monde semi-virtuel, derrière nos écrans, chacun dans son coin. Mais qu'à cela ne tient, elle nous offre l'opportunité de participer en masse, particulièrement pour les gens qui n'arrivaient pas à se déplacer. Donc l'équipe d'Oujda, avec son staff, ont pris la responsabilité de traiter cette thématique de la maladie de Cushing. Professeur Hanan Latrache, que vous connaissez tous, chef de service d'endocrinologie et maladies métaboliques au CHU Mohamed VI de Oujda, va nous entretenir de la prise en charge médicale de la maladie de Cushing. Au cours de sa présentation, va se joindre à elle professeur Imen Kmaoui, radiologue, professeur de l'enseignement supérieur au CHU Mohamed VI de Oujda, pour nous éclairer sur les aspects radiologiques de la maladie de Cushing. Nous enchaînerons par la suite avec la prise en charge chirurgicale de la maladie de Cushing avec professeur Faisal Moufid, chef de service donc, de neurochirurgie au CHU Mohamed VI de Oujda. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à professeur Latrache et à professeur Kmaoui pour nous entretenir de la prise en charge médicale de la maladie de Cushing. À vous la parole. Merci. On vous entend. Parfait. Donc, bonsoir à tout le monde. Soyez tous les bienvenus. J'espère que tout le monde est un peu difficile. Je tiens tout d'abord à remercier la Société marocaine d'endocrinologie, l'AS médian, de nous avoir invités pour animer ce webinaire qui sera dédié à la maladie de Cushing. Et bien sûr, je tiens énormément à remercier mes chers collègues, professeurs radiologue, professeur Faisal Moufid, notre neurochirurgien. Et cette présentation ne va faire en fait que refléter la réalité, la réelle prise en charge pour laquelle les patients au CHU Mohamed VI d'Oujda. Donc, à mes côtés, il y a professeur qui a décidé d'intégrer les deux présentations. Et vous allez avoir la prise en charge médicale intégrée avec les aspects entendre de voix, ma voix et la voix de ma chère amie qui est à côté de moi, professeur Likamaoui. Alors, merci professeur Altrache. Bonsoir à tous. À mon tour, je remercie la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de m'avoir convié à cette soirée thématique consacrée à la maladie de Cushing et surtout à l'adénome à ACTH. Donc, comme ma collègue vient de dire, ma communication a été fusionnée à celle de Madame Trache pour illustrer justement l'intérêt de cette collaboration pluridisciplinaire entre les différents intervenants, que ce soit cliniciens, radiologues, chirurgiens, anapathes, qui permettent d'avancer dans notre pratique médicale de tous les jours. Bon. Alors, la maladie du Cushing, comme vous le savez, a été décrite depuis longtemps, en 1932, par Harvey Cushing, d'où son nom, la maladie de Cushing. Et dans la maladie de Cushing endogène, ça veut dire qu'il y a une sécrétion endogène. Et dans cette entité, on distingue la maladie de Cushing qui représente 75% des cas. C'est un Cushing qui est ACTH dépendant. Et on a aussi un autre Cushing qui est ACTH dépendant,
qui est la sécrétion ectopique de cet âge, qui est vraiment exceptionnelle et qui ne se voit que dans maladie du Cushing, quand on voit les données de notre série au CHU Mohamed VI, elle représente également 76% des cas avec une nette prédominance féminine. Alors, cette maladie du Cushing, elle est secondaire à un adénome corticotrope, cet adénome cortimètre, et ceci se voit dans 90% des cas. Mais parfois, on a une IRM qui n'arrive pas à révéler, à mettre en évidence cet adénome, et on parle de picoadénome. C'est des IRM, on dit c'est des maladies de Cushing à IRM normale. La maladie de Cushing pourrait être secondaire à un macroadénome corticotrope, c'est-à-dire au-delà de 1 cm, qui ne sont pas envahissants et qui sont en... Et à l'inverse, on a les macroadénomes envahissants envahissant les sinus caverneux. Et dès le départ, quand on a des IRM comme ça, on sait que dès le départ, l'exérèse totale va être impossible. L'intérêt d'informer le patient pour l'intégrer dans cette prise en charge qui va être un peu longue et lourde dans le temps. La maladie de Cushing, c'est une maladie rare, oui, mais pas pour les endocrinologues. Mais certes, c'est une maladie qui est grave. Pourquoi elle est grave? Parce qu'elle augmente la mortalité. Et on a une mortalité des patients ayant fait la maladie du Cushing qui est 3 à 5 fois beaucoup plus élevée que la population générale. C'est une mortalité qui est liée à la survenue de maladies cardiovasculaires, à la survenue d'accidents cardiovasculaires, cardiopathie ischémique, d'accidents vasculaires cérébrales, à la survenue d'infections qui sont le plus souvent en cas de maladie de Cushing, qui sont sévères et qui sont très difficiles à gérer. La maladie de Cushing va s'associer également à une morbidité élevée du fait altéré. Cette mortalité qui est élevée en cas de maladie persistante, c'est-à-dire qu'on a réséqué et une hypersécrétion persistante. On a la mortalité qui est élevée, dont on a parlé dans la diapo précédente, et qui est 5 fois beaucoup plus élevée que dans la population générale. Mais regardez, ce qui est important, c'est qu'en cas de rémission complète, c'est-à-dire vous avez déclaré votre patient comme étant guéri, vous allez garder quand même un taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé que dans la population générale. Donc, on peut dire qu'on a l'habitude de voir ça, nous, endocrinologues, dans le diabète. On dit les complications dégénératives ne que la conséquence du fardeau glycémique qui s'est installé sur plusieurs années. Ben, la même chose, en maladie de Cushing, on peut dire que cette mortalité et morbidité élevée n'est que la conséquence d'un fardeau que j'oserais appeler comme étant le fardeau hypercortisolique. Cette mortalité dont on a parlé, regardez, après 10 ans de rémission, donc c'est des patients déclarés guéris et après 10 ans de rémission, on voit que l'origine de leur mortalité, elle est essentiellement d'origine cardiovasculaire. Sur le plan métabolique, les complications métaboliques qu'on est habitué à rechercher dans les syndromes de Cushing vont persister après la correction de l'hypercortisolisme. Et ici, je vous invite à voir ce qui est en rose, ce qui témoigne de des patients, la présence de patients qui ont une rémission complète à long terme. Regardez ici en rose, ben, on a une persistance à chaque fois de leurs complications métaboliques, à savoir les dyslipidémies, incluant les hypercholestérolémies et les hypertriglycéridémies. Au milieu, on a le diabète ou l'intolérance au glucose, l'hypertension artérielle et l'obésité. D'où l'intérêt de faire le diagnostic de la maladie de Cushing de façon précoce, mais il ne suffit pas de faire le diagnostic de façon précoce, mais il est très très important de contrôler de façon efficace et radicale l'hypersécrétion hormonale si on veut agir sur cette mortalité et cette morbidité. Je ne fais que vous rappeler la symptomatologie clinique du syndrome de Cushing, et ici c'est des photos de nos patients du service. Regardez, parmi les signes les plus spécifiques qui ne ratent pas, c'est l'obésité facio-tronculaire,
contrastant avec des membres qui sont grêles. On a aussi les vergetures. Regardez ici, c'est des vergetures qui sont larges et pourpres. On a également la présence de l'acné, la présence d'un hirsutisme, la présence d'une chute de cheveux témoignant de l'hyperandrogénie. On a également des peaux qui sont fines et fragiles, des troubles de cycle. Et tout en bas, c'est une photo d'une patiente qui a présenté une exophthalmie bilatérale. Et en fait, on a décrit l'exophthalmie bilatérale, donc le syndrome de Cushing, chez 2 de nos patientes de notre série. Et ça a été expliqué par la présence, en fait, par la disposition de la graisse derrière le globe oculaire. Et c'est ça qui va entraîner cette exophthalmie bilatérale. Très précoce chez les garçons, et regardez sur la courbe qui est à gauche, vous allez avoir une prise pondérale, mais l'élément clé, c'est qu'elle va contraster avec une cassure. Maintenant qu'on a évoqué aussi qu'il confie en premier, c'est-à-dire le syndrome de Cushing, et pour ceci, il faut appel au trio, c'est le cortisolémie urinaire, la cortisolémie de minuit, et enfin, le troisième paramètre, c'est le test au freinage minute. Donc, quand on voit en premier le cortisol libre urinaire, regardez, quand on le réalise chez des patients ayant un syndrome de Cushing, ben, vous allez avoir des taux élevés de cortisol libre urinaire. Et en général, on a des taux qui dépassent les 3 fois la normale. Bien sûr, le cortisol libre urinaire doit être est très lié, le résultat vraiment est très lié à la qualité de recueil des urines de 24 heures qui doit être évalué par un dosage de la créatinurie qui doit être normal. Ce cortisol libre urinaire est un très bon paramètre dans le diagnostic parce que c'est le reflet de la fraction libre du cortisol. Deuxième paramètre, c'est la cortisolémie de minuit. Donc la cortisolémie de minuit chez les patients ayant un syndrome de Cushing va être aussi bien quand on la réalise sur une cortisolémie sanguine ou bien sur une cortisolémie salivaire. Et regardez à gauche, c'est le rythme circadien qu'on connaît de façon physiologique chez une personne normale et on sait qu'à minuit, on doit avoir une cortisolémie de minuit qui frôle les 0 nanogrammes par ml, ce qui n'est pas le cas des patients ayant un syndrome de Cushing. Et puis le troisième paramètre qui va prouver l'hypersécrétion de cortisol, c'est le freinage minute après administration. Le lendemain matin, on va doser le cortisol sanguin ou le cortisol salivaire et regarder quand il y a une maladie de Cushing ou un syndrome de Cushing, on a des cortisols qui ne sont pas freinables. Donc, une fois qu'on aura confirmé cette hypersécrétion hormonale de cortisol, il convient de ne pas oublier qu'il existe certains diagnostics différentiels qui peuvent prêter confusion avec le vrai syndrome de Cushing, ce qu'on appelle les pseudo-Cushing. Et dans cette entité, on va inclure l'anorexie mentale, l'alcoolisme, la dépression et l'activité physique intense. Dans ces situations, on va avoir une absence de signes cataboliques, on va avoir des anomalies biologiques hormonales qu'on a vues tout à l'heure qui vont être élevées, mais de façon vraiment très, très modérée, et on va avoir un cortisol de minuit qui est normal. Mais l'élément le plus important, c'est la réalisation d'un test de la desmopressine. Le principe de ce test est parti du fait que les récepteurs de V3 et les récepteurs de la CRA sont des récepteurs qui s'expriment au niveau de l'hypophyse normale, mais également au niveau des cellules adénomateuses, corticotropes. Et donc, la stimulation... Désolé, Et donc, la stimulation de ces récepteurs par la desmopressine, dans les maladies du Cushing, et c'est ce qui est à gauche, elle est non stimulable par la desmopressine. Donc, c'est un examen, c'est un test de stimulation dynamique qui pourrait nous aider largement dans la distinction des pseudo-Cushing. Et l'étape qui va suivre par la suite va être comment va-t-on prouver la CTH dépendance, parce qu'on sait que la maladie de Cushing, c'est CTH dépendant, ben, ça se fait la réalisation d'un dosage de la CTH plasmatique. Je vous rappelle qu'il faut opter pour une méthode radio-immunométrique, qu'il faut respecter certains critères de prélèvement, qui veut dire qu'on doit utiliser des tubes
EDTA, qu'on va les garder à 4 degrés, qu'il faut centrifuger très rapidement le prélèvement dans les 20 minutes suivant le prélèvement. Et bien sûr, quand il partira à l'étranger, ce qui est le cas au Maroc, pour être dosé, il doit être congelé dans l'immédiat. Quand on est en situation de maladie du Cushing, regardez, vous allez avoir un taux d'ACTH qui pourrait être élevé au-delà de 20 picogrammes par ml ou bien inapproprié, c'est-à-dire normal, qui reste dans les normes de votre laboratoire. Une fois qu'on aura prouvé cette ACTH dépendance, l'étape qui va suivre, c'est confirmer que l'origine de cet excès d'ACTH vient de l'hypophyse, parce qu'on a l'autre diagnostic différentiel, le principal, c'est la sécrétion ectopique d'ACTH. Et pour ceci, on va faire appel à un freinage fort à la dexaméthasone, où on va administrer 2 mg de dexaméthasone pendant les 48 heures. Et regardez, quand on va doser le cortisol libre urinaire, il va être freiné, ça veut dire qu'il va s'abaisser à plus de 50% par rapport à la valeur de base quand on est en situation de Cushing. C'est pour ça qu'on dit que la maladie du Cushing, c'est une maladie qui reste freinable en situation de freinage fort. Pour prouver l'origine hypophysaire, on peut se faire aider par le test à la CRH. C'est un test qui est très spécifique, 100% avec une sensibilité également, mais malheureusement qui n'est pas disponible au Maroc. Et la confirmation pourrait être également faite par la réalisation d'un cathétérisme des sinus pétro-inférieurs. Je vous rappelle, c'est un examen que malheureusement, on n'en dispose pas au Maroc. C'est un examen qui reste invasif, c'est un examen qui reste très coûteux et qui nécessite une équipe très expérimentée. Et l'objectif de ce cathétérisme, c'est de rechercher qu'il y ait un gradient de concentration quand on dose l'ACTH dans les sinus pétreux et dans le sang périphérique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est calculer ce rapport et on aura un rapport de base supérieur à 2 avant la stimulation va être en faveur d'une origine hypophysaire et après stimulation par la CRH, quand on a un rapport qui dépasse le 3, ça orientera également vers une origine hypophysaire, c'est-à-dire va confirmer que l'hypersécrétion est purement d'origine hypophysaire. Attention, ce cathétérisme n'est pas, il est spécifique, mais il n'est pas très sensible parce qu'il y a des causes d'erreur. On peut avoir un drainage veineux qui peut fausser les résultats, les situations de cortisolisme, quand on est en situation de faible sécrétion d'ACTH, quand on est en cas de situation d'adénome non répondeur à la CRH ou de tumeur ectopique co-sécrétante de la CRH. Et bien sûr, une fois qu'on aurait confirmé l'origine hypophysaire de l'hypersécrétion de la CTH, c'est-à-dire la maladie du Cushing, il convient à ce moment-là de demander une morphologie et c'est l'IRM hypothalamo-hypophysaire. Et maintenant, je passe la parole à ma chère collègue pour continuer. Donc, on est devant une petite glande qui est située dans un petit espace qu'il faudra explorer et on est devant des questions qui sont posées par le clinicien et auxquelles il faut répondre. Alors, comment on explore cette hypophyse? C'est l'IRM. En fait. L'IRM, c'est l'examen de référence dans l'exploration de la selle turcique et de la glande hypophysaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une importante résolution spatiale et une importante résolution. Cet examen fournit une importante résolution spatiale et une importante résolution en contraste qui vont permettre justement d'étudier cette glande hypophyse. Alors, le scanner, quand il est réalisé, généralement, c'est rechercher les calcifications quand il y a une autre tumeur de la région sellaire, rechercher une lyse osseuse, surtout pour les macroadénomes invasifs ou en cas de neuronavigation. Alors, il faut aussi préciser des choses. Alors, pour explorer cette bonne connaissance de la radioanatomie normale. Pourquoi? Pour ne pas prendre de fausses images, de faire des diagnostics erronés de nodules et d'adénomes hypophysaires pour des images qui sont normales. Il faut connaître la sémiologie d'interprétation, comment on interprète cette IRM hypophysaire. Et bien sûr, je vais insister sur la corrélation clinico-biologique IRM, c'est-à-dire que ce qu'on trouve en IRM doit être corrélé au tableau clinique et doit être corrélé à la biologie. Sinon, ça ne va pas. Alors, il n'existe pas un seul protocole, il existe plusieurs protocoles pour
de l'hypophyse. Alors, ce qu'on nous a appris toujours, donc on commence toujours l'exploration par une séquence de l'encéphale en recherchant d'autres anomalies. Ça permet de découvrir des tumeurs, ça permet de découvrir d'autres maladies démyélisantes type CEP, ça permet de voir un peu le retentissement vasculaire ou neurovasculaire d'une hypertension artérielle, par exemple. Et puis, par la suite, on réalise des sagittales T1 en écho de spin. Quel est l'intérêt de ces sagittales? Ils permettent, de localiser la glande hypophysaire au niveau de sa selle turcique. Il permet une étude globale de cette selle turcique et donc, elle permet d'adapter le protocole. Le protocole va être différent selon qu'il s'agit soit selon qu'on ne voit rien en fait sur cette sagittale T1 et donc on est à la recherche d'un micro-adénome et donc on va compléter l'exploration par des coronales T1, des coronales T2 et des coronales T1 injectées ou en faisant cette sagittale T1, on constate qu'il y a une masse à ce niveau, on est vraisemblablement sur un macro-adénome et l'examen va être complété par des axiales T1 et T2 injectées pour un bilan lésionnel beaucoup plus précis pour le chirurgien. Alors, les coupes, elles sont des coupes fines de 2 mm, 2,5 mm. J'insiste sur le plan de coupe. Donc, il faut mettre des comme ça, les coupes vont être reproductibles par la suite pour pouvoir justement comparer les IRM. Et la dose, on n'injecte pas toute la dose qui est injectée en euros, mais la moitié de la dose. Alors, un petit mot sur les séquences coronales T1 injectées, elles peuvent être réalisées en 2D, donc des séquences 2D. Ils peuvent être réalisées en mode dynamique, et c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc, on réalise des IRM avec une injection qui se répète, avec des acquisitions qui se répètent après cette injection pour pouvoir étudier cette hypophyse. Et la tendance actuelle, en fait, les recommandations actuelles, c'est des IRM 3D, donc des acquisitions 3D en T1 pour une étude beaucoup plus précise. Donc ici, pour la radioanatomie normale, alors la glande hypophysaire est constituée par deux parties. Il y a l'antéhypophyse qui a un signal équivalent à celui de la substance blanche sur les séquences T1 et les séquences T2 et qu'on voit très très bien ici. Et puis la posthypophyse qui présente un hypersignal T1 spontané en raison de l'accumulation de l'ADH. Ici, une coupe coronale qui illustre bien l'antéhypophyse au niveau de la selle turcique. Alors, sur ces images, ils montrent une acquisition de la glande hypophysaire après injection de contraste dans les trois plans, le plan coronal, le plan sagittal et le plan axial, et noter ce rehaussement homogène de cette glande après injection de contraste. Ici, c'est une séquence 3D, et regardez, ce sont des séquences qui sont avec des coupes fines et qui montrent ici l'antéhypophyse et en arrière la posthypophyse. Et la coupe, je rappelle, pour les radiologues qui sont parmi nous, que les axiales sont très très importants à programmer quand il s'agit d'une pathologie de la posthypophyse. Alors ici, c'est une séquence dynamique, en mode dynamique. Donc, on injecte, comme j'ai dit, du produit de contraste et puis on fait des acquisitions répétées sur la glande hypophysaire. Alors, il y a la tige pituitaire et la région centrale qui se rehaussent en premier et puis il se produit un rehaussement progressif de l'ensemble de la glande hypophysaire de manière centrifuge jusqu'à homogénéisation avec la posthypophyse. Alors, on analyse la glande hypophyse, mais pas seulement. Alors, quand on fait une IRM hypophysaire, on analyse aussi la tige pituitaire, donc le calibre, la direction, la continuité. On analyse le chiasma optique. On analyse aussi les sinus caverneux de part et d'autre avec les carotides carotides internes et intracaverneuses, la loge supracellaire avec la citerne optochiasmatique et en bas, ce qui se passe au niveau du sinus sphénoïdal. Alors, comme résultat, on est soit devant un macroadénome hypophysaire qui est défini par une taille supérieure à 10 mm, et donc le signal va être hétérogène en T1 et ou en T2 en fonction des remaniements. Quand ils grossissent en taille, ils présentent donc des remaniements qui peuvent être soit hémorragiques, soit nécrotiques, soit kystiques. Alors, quand on trouve un macroadénome, il faut surtout donner un bilan pour le chirurgien qui va venir après, et donc préciser les extensions supracellaires, infracellaires et latérocellaires. De même, il faut lui préciser aussi les variantes anatomiques. Alors, soit qu'on est devant un microadénome dont la taille est inférieure ou égale à 10 mm,
Et il s'agit ici d'une lésion qui est intracellaire et j'insiste sur la lésion intracellaire. Un microadénome, il est à l'intérieur de l'hypophyse et non pas à l'extérieur. Donc, en T1, il va présenter un hyposignal par rapport à l'hypophyse saine. En T2, le signal va être différent en fonction du type sécrétoire et du type de microadénome. Alors, après injection de contraste, et c'est là toute la sémiologie qui se rattache à cet adénome, c'est qu'il y a une absence relative de la prise de contraste par rapport au reste du parenchyme sain. Le parenchyme sain, il se rehausse beaucoup plus précocement que l'adénome, ce qui permet de le voir. Et ce n'est pas rare de trouver une prise de contraste tardive du microadénome si jamais on fait des acquisitions tardives. Alors, le picoadénome, dont la taille est inférieure ou égale à 3 mm, comme sur cette petite image, moi personnellement, je ne l'ai jamais vue. C'est une image qui est tirée de la littérature et ça, c'est une séquence 3D T2 sur une machine 3 Tesla qui a permis de déceler ce petit microadénome. Alors, nous arrivons au vif du sujet. L'adénome hypophysaire à ACTH constitue 10% des adénomes hypophysaires. Quelle est la particularité de cet adénome? C'est qu'il est de petite taille. Généralement, c'est des tailles de 5-6 mm. Et d'où la difficulté, quand vous parlez d'IRM normal, en fait, c'est que l'IRM n'a pas permis de le détecter parce qu'il présente une petite taille. Alors, il présente un isosignal en T1 et en T2. Et puis après injection, comme j'ai dit, un défaut de rehaussement transitoire, ce qui permet de le mettre en évidence. Sauf que la vie n'est pas toujours facile. 50% de ces microadénomes ne sont pas détectés. Et donc, il y a dans les concertations pluridisciplinaires, quand on discute ce genre de dossier, on nous demande toujours de refaire des IRM hypothalamo-hypophysaires. Alors, si on refait une IRM, on ne va pas garder le même protocole. Hein. Le protocole qu'on avait fait n'avait pas montré. Il faut changer de protocole. Et là, j'insiste auprès des radiologues de favoriser les coupes fines et donc les 3D justement, qui peuvent donner des coupes de 1 mm, voire même des coupes de 0,8 mm pour augmenter justement cette étude, augmenter le FOV et la matrice. Alors, les paramètres d'acquisition, le temps d'écho et le temps de répétition aussi peuvent être modifiés pour pouvoir justement approcher le diagnostic. Et j'insiste sur la dose injectée, c'est soit la Mi-12 qui est estimée à 0,05 mmol par kilo. Les séquences qui sont utilisées actuellement, alors en parlant hier avec un collègue, on continue toujours à faire des séquences dynamiques avec soustraction, mais ça ne se fait plus, hein, ça fait 3-4 ans que les équipes ont la tendance actuelle plutôt à faire des séquences 3D des T1 et des T2, généralement en écho de gradient, qui permettent de poser le diagnostic de ces microadénomes. Il y a aussi les séquences de diffusion qui peuvent être faites avec mesure d'ADC, c'est à l'instar en fait de ce qui se fait pour l'encéphale. Il y a les IRM avec étude de courbe de rehaussement, donc quand on suspecte une lésion quelque part, on étudie le rehaussement de la lésion, le rehaussement de l'hypophyse, on voit est-ce qu'il y a une différence de rehaussement au niveau des courbes et ça permet aussi d'approcher ce diagnostic. Et bien sûr, pour les centres qui disposent d'une IRM de 3 Tesla, l'IRM 3 Tesla va être beaucoup plus, la résolution en contraste et la résolution spéciale, elle est beaucoup plus importante que celle d'une machine 1,5 Tesla. Alors, l'adénome corticotrope pourra être isolé ou bien il va s'intégrer dans un contexte syndromique, comme vous le savez, la néoplasie endocrinienne multiple, le macular bright ou le complexe de Carney ou autres syndromes donc, auxquels il faudrait y penser quand on est dans un cadre syndromique. Donc, maintenant qu'on a fait le diagnostic positif et morphologique de cette maladie de Cushing, il convient en premier de traiter correctement les comorbidités. Et par la suite, on va discuter la prise en charge thérapeutique en fonction des différentes imageries, qui veut dire est-ce qu'on est en situation d'IRM normale, est-ce qu'on est en situation de microadénome hypophysaire, ou bien on est en situation de macroadénome hypophysaire. Et pour ceci, on va voir ça à travers certains cas du service. En premier, on a choisi pour vous le cas de Oumaima, qui est venu nous voir à l'âge de 15 ans et qui a rapporté 8 mois auparavant l'apparition d'une bouffissure du visage, d'érythrose faciale, de vergetures qui sont pourpres. Regardez ici, ils sont larges, avec un score de Ferryman qui est coté à 24. Elle a une acné au niveau du dos. Elle a son obésité facio-tronculaire typique de la maladie de Cushing.
elle ne présente pas d'hypertension intracrânienne. Oumaima est réglée, donc elle a achevé sa puberté, mais en fait, au moment du diagnostic, elle était en aménorrhée secondaire. Elle a également achevé sa croissance, qui a été confirmée par un âge osseux à 18 ans au moment où on l'a reçue dans le service. Alors, elle a un syndrome de Cushing, c'est-à-dire une hypersécrétion de cortisol qui a été confirmée par le flux, le cortisol urinaire, regardez, il est presque 7 fois la normale et il faut répéter les dosages pour avoir la confirmation biologique. Le cortisol de minuit qui témoigne d'une rupture de rythme circadien qui est élevée et puis elle ne freine pas puisqu'elle est à 212 nanogrammes par ml. On a confirmé la CTH dépendance par le dosage de la CTH qui est élevé à 106 nanogrammes par ml. Elle ne freine pas au freinage fort, ce qui témoigne de l'origine hypophysaire de son hypersécrétion d'ACTH. Et bien sûr, l'hypophysogramme a été complété. Tout le bilan des comorbidités métaboliques, cardiovasculaires était également demandé. On a retenu chez elle un taux de vitamine D qui était bas et elle présentait quand même des traits de personnalité dépressive quand elle était hospitalisée au service. Maintenant, qu'en est-il de son IRM? Alors, la petite Oumaima a bénéficié d'une IRM encéphalique et une IRM surtout hypophysaire. Qu'est-ce qu'elle a montré, l'IRM hypophysaire? Elle a montré ces petites images-là au niveau de l'aileron hypophysaire gauche. Alors, elle n'était pas visible sur les séquences T2 ni sur les séquences T1 non injectées. C'est après injection où on a mis en évidence cette petite image de 6 mm et qui correspond à un microadénome hypophysaire à ACTH et qui explique la symptomatologie de la patiente. Alors, la décision pour elle, c'était facile. On a le microadénome hypophysaire. Elle a été proposée pour une chirurgie, pour une microadénomectomie sélective, parfois endoscopique. Et le diagnostic immunohistochimique a confirmé qu'il s'agissait d'un adénome corticotrope. Et sur le plan clinique, pendant quelques mois du post-opératoire, elle a perdu du poids. Elle a repris ses cycles de façon spontanée et c'est des cycles qui sont réguliers. On a redosé la CTH. Regardez, elle est basse, elle est à 21, en fait, elle est normale à 21 nanogrammes par ml. Quand on la compare avec les 106 qu'on avait en préopératoire, elle a un cortisol libre urinaire qui est normal, répété 3 fois. On a le test à la desmopressine qui est prévu pour elle parce qu'elle vient d'être opérée. Et puis, on a également, elle a gardé son euthyroïdie clinique et aussi sur le plan biologique. Le reste de l'hypophysogramme était également normal. Alors, Oumaima, elle a bénéficié d'une IRM de contrôle. Et l'IRM de contrôle, regardez, plus d'images au niveau de l'hypophyse. Alors, ce qu'on voit, c'est on voit cette asymétrie, cet estompement ici au niveau de la glande hypophysaire en rapport avec une aspiration de son hypophyse. Alors, cette image est bien illustrée ici. Donc, ici, c'est en préopératoire et ici, c'est en post-opératoire. Donc, c'est une patiente qui a été guérie de son adénome hypophysaire. Effectivement, maintenant, est-ce qu'on peut se prononcer, comme vient de se prononcer ma chère collègue radiologue, est-ce que Oumaima est en rémission post-opératoire? C'est toute la grande question en matière de microadénome hypophysaire. Pourquoi? Parce que les déterminants d'une rémission biologique durable n'ont pas été définis. Et puis, on a une variété de ces critères post-thérapeutiques qui ont été évalués pour évaluer le succès thérapeutique. Et spécifiquement, vous allez voir qu'on a le taux de cortisol sanguin de 8 heures qui est bas. Ça prédit une rémission à long terme chez cette patiente, une rémission immédiate, un taux de cortisol libre urinaire bas, un taux d'ACTH bas inférieur, mais par contre inférieur à 5 nanogrammes par ml. Chez elle, il y a 21 nanogrammes par ml, et ou un taux de cortisol salivaire de minuit qui est bas pendant la première semaine du post-opératoire. Ces critères ont été proposés par certains auteurs pour prédire une rémission post-opératoire et on va dire que Oumaima est en rémission complète. Mais attention, ces critères rigides n'ont pas été trouvés chez 20% des patients qui ont une vraie rémission à long terme, mais avec un taux de cortisol sérique qui n'est pas effondré, mais qui est tout à fait normal. Le fait que votre patient développe en post-opératoire immédiat une influence corticotrope ne veut pas dire qu'il est en rémission et ne peut pas confirmer que le patient aura une rémission à long terme. On peut récidiver, même si en post-opératoire immédiat, on a une insuffisance corticotrope.
d'où l'intérêt de toujours suivre ces patients. Un autre paramètre à côté de ces dosages de base qu'on a vu ensemble, on a un autre paramètre, mais cette fois dynamique, qui revient, c'est le test à la desmopressin qu'on a vu tout à l'heure et qui sert à faire la distinction, le diagnostic différentiel entre un vrai syndrome de Cushing et un pseudo-Cushing. Maintenant, il a été également utilisé pour prédire une récidive précoce. En effet, il a été proposé que ce test de stimulation à la desmopressin peut prédire cette précocité de la récidive alors que vous avez des taux de flux de 24 heures qui sont encore normaux. Donc, c'est pour cette raison qu'ils nous disent qu'après une stimulation à la desmopressin, si vous avez une variation du cortisol qui dépasse les 7 microgrammes par décilitre, à ce moment-là, il faudrait suspecter une récidive précoce, c'est-à-dire que votre patient va développer la récidive, vous ne pouvez pas le déclarer en rémission complète. Cette récidive, en fait, se voit chez 2% de nos patients et se voit le plus souvent dans les 5 premières années, mais elle peut se voir à 10 ans et à 20 ans après avoir été opéré et déclaré rémission complète pour un microadénome corticotrope. Et on peut dire que de façon globale, le risque cumulé approche les 30% sur un suivi à long terme. Donc, ce taux de récidive est vraiment élevé après une exérèse dite complète du microadénome hypophysaire. Mais ces critères rigides n'ont pas été mais ceci confirme en fait qu'à travers ces dosages de base et ce test de stimulation, que le dogme qui consiste à surveiller de façon continue tous nos patients doit être la règle. Tous les patients maladie du Cushing opérés doivent avoir une surveillance dans un milieu spécialisé à vie. C'est une surveillance qui peut être allégée avec le temps, c'est-à-dire après on peut les voir une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais les accueillir en hôpital de jour pour faire nos explorations hormonales en une seule journée, mais toujours les garder en surveillance dans un milieu endocrinologique. Notre deuxième cas clinique, c'est une patiente âgée de 38 ans qui est venue pour un syndrome de Cushing et une hyperandrogénie, compliquée d'une hypertension depuis 3 mois sous losartan, et les diabétiques sous insulinothérapie et metformine, et ça c'est le tableau à l'admission. Et à l'admission, on a découvert une cardiopathie ischémique, une ostéoporose. Biologiquement, le syndrome de Cushing a été confirmé facilement. Regardez ces flux qui sont très élevés, un cortisol de minuit, freinage minute, ACTH très élevé, freinage fort en faveur des origines hypophysaires. Et nous avons fait une IRM hypothalamo-hypophysaire chez elle. Alors, excusez la qualité de l'image. En fait, on n'avait pas trouvé l'IRM sur le PAX, donc on a été obligé de prendre des clichés. Des photos sur les clichés. Donc là, c'est la glande hypophyse en hyposignal, en isosignal T2. Et ici, c'est la glande hypophyse après injection de produits de contraste où on ne trouve pas de lésions visibles sur cette IRM. Alors, on est en situation de maladie de Cushing à IRM normale. Que disent les guidelines? Quand on voit un peu les guidelines américaines, ils nous disent quand vous avez cette confirmation, mais à laquelle vous devez rajouter un cathétérisme des sinus pétreux, allez-y vers une voie transphénoïdale, même si vous ne l'avez pas encore visualisé l'adénome à l'IRM hypothalamo-hypophysaire. Mais vous avez la preuve au cathétérisme, chose qui n'est pas possible chez nous au Maroc parce qu'on n'en dispose pas encore. Pourquoi ils nous disent de tenter quand même la chirurgie transphénoïdale? Parce que quand on voit le taux de succès chez les patients qui ont été opérés pour un microadénome visible et quand on compare avec le taux de succès chez ceux dont l'adénome n'était pas visible, on se rend compte quand l'adénome est visible, ça peut aller jusqu'à 100% et quand l'adénome n'est pas visible, on a un taux de succès qui est pas mal, qui peut aller jusqu'aux 90% des cas entre des mains d'experts. Donc, c'est pour ça qu'il a été mis dans les guidelines de tenter quand même la voie transphénoïdale, la voie endoscopique, on verra tout à l'heure avec notre neurochirurgien, pour tenter de faire la résection de cet adénome hypophysaire. Alors, pour notre patiente, bien sûr, quand vous l'avez constaté, c'est une patiente qui présente un Cushing sévère, il est multicompliqué et donc il convient de la préparer. Alors, toute la difficulté revient ici et la discussion, c'est l'absence de traitement pour la préparation de nos patients Cushing. Je vous rappelle que les traitements
qu'on utilise, en fait, qu'on connaît pour ceci. On a le kétoconazole, on a la métopyrone, on a la mitotane. Et pour notre patiente, nous avons utilisé la métopyrone. La métopyrone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va bloquer la 11-bêta-hydroxylase et elle va augmenter, diminuer le taux de cortisol. Elle va augmenter l'hypersécrétion des androgènes, et aussi elle va augmenter la désoxycorticostérone, ce qui va expliquer l'hypertension artérielle qui peut survenir ou s'aggraver avec l'hypokaliémie. C'est l'équivalent d'un bloc en 11-bêta-hydroxylase. La métopyrone chez notre patiente a été utilisée, c'est des boîtes de 250 mg et qu'on peut aller jusqu'à 3 comprimés 3 fois par jour. Alors l'histoire de ce médicament est venue, c'était une histoire un peu particulière. C'est qu'on a pu, grâce aux efforts de notre directeur général du CH Mohamed VI de Oujda, grâce aux efforts de la chef de service de la pharmacie centrale du centre hospitalier universitaire d'Oujda, se procurer ce médicament qui n'est pas du tout commercialisé au Maroc, et grâce à une voie administrative, on va dire, non normale, on peut ramener des médicaments si on va sauver la vie de ces patients. Donc, ce médicament a été malheureusement demandé pour une jeune patiente, syndrome de Cushing, maladie de Cushing, qui est décédée malheureusement. Et cette dotation a permis de sauver d'autres patients. Donc, voilà. Quand on l'a utilisé chez notre patiente, on a utilisé la métopyrone, regardez, vous arrivez à obtenir une baisse du cortisol urinaire. On contrôle ces patients également par un cycle régulier de cortisol sur les 24 heures. On fait une moyenne et on va avoir le constat que cette moyenne, au fil des jours, elle va diminuer, ce qui vous permet de mettre votre patient en eucorticisme biologique. Alors, quelle est la décision chez notre patiente? Je vous rappelle, c'est une patiente jeune, multicompliquée, des complications sévères. On peut dire que c'est un Cushing qui est sévère. Et donc, en concertation pluridisciplinaire, nous avons décidé de réaliser une surrénalectomie bilatérale. La surrénalectomie bilatérale, comme vous le savez, elle est indiquée dans les cas sévères de Cushing, dans les cas réfractaires, c'est-à-dire après échec de la chirurgie transphénoïdale et le traitement médical, et également chez les femmes qui sont désireuses de grossesse. Donc, nous avons opté pour la surrénalectomie bilatérale. Elle a été substituée, bien sûr, en hydrocortisone en post-opératoire avec une très bonne évolution clinique, une disparition du diabète, de l'hypertension artérielle et une disparition du phénotype de la patiente. Regardez ici, bien sûr, il faut les éduquer par rapport à tous les paramètres de l'insuffisance surrénalienne. Et là, je vous expose la carte d'insuffisance surrénalienne que l'équipe du service d'endocrinologie du CHU d'Oujda a mis en œuvre, traduite en arabe et en français, et on va expliquer tous les paramètres de l'éducation de l'insuffisance surrénalienne, ce qu'il faudrait faire pour éviter toute décompensation aiguë. Et à titre anecdotique, j'insiste toujours auprès de mes patients, quand je leur donne cette carte, je leur dis placifiez-la comme on faisait avant pour les pièces d'identité marocaines, et que c'est une pièce qui est vraiment très, très, très importante, et la même valeur, voire même elle est vitale. Elle va vous sauver chaque fois que vous allez atterrir dans un service d'urgence ou chez un autre médecin. Au moins, on va savoir que vous êtes porteur d'une insuffisance surrénalienne. C'est une carte qu'on met à la disposition de tous nos chers collègues endocrinologues du Maroc. Donc maintenant, qu'en est-il de l'évaluation post-opératoire? Donc 6 mois du post-opératoire, il n'y a pas photo, il y a une amélioration de tous les paramètres cardiovasculaires, la tension artérielle, le poids, également une perte du poids, le CG était normal, on a fait disparaître son diabète, son hypertension artérielle, mais malheureusement, regardez, on s'attendait, le taux d'ACTH doit grimper après une surrénalectomie bilatérale. Et sur le plan facio-tronculaire, c'est une patiente qui a changé carrément de visage, si on peut dire entre guillemets. Maintenant, qu'en est-il de son IRM réalisé 1 an du post-opératoire? Alors, notre patiente a bénéficié d'une IRM, alors c'est en 2019, donc la maladie elle a été recrutée en 2017, alors 1 an après la chirurgie. Donc, on voit apparaître en fait le fameux microadénome qui est responsable de toute cette symptomatologie qui est en hyposignalicité 1 sans injection et qui garde cet aspect en hyposignal après injection de contraste. C'est un microadénome qui fait 7-8 mm. Alors, un autre cas du service de maladie de Cushing, donc on a vu Hana à l'âge de 31 ans, elle a un syndrome de Cushing
paru pour elle 8 ans auparavant. Elle était en aménorrhée, elle était hypertendue, diabétique, déséquilibrée, elle faisait des pics hypertensifs sévères, même sous bithérapie. Elle présentait une dépression sévère. Une exophthalmie bilatérale. Elle présentait également une ostéopénie. Alors, nous avons confirmé très rapidement son hypercortisolisme biologique qui était d'origine hypophysaire avec un taux d'ACTH qui était élevé, un freinage positif. Le reste de l'hypophysiogramme était normal. Elle n'avait pas de retentissement visuel de son adénome hypophysaire. Et puis, elle avait parallèlement à ça cette lésion dermatologique que vous voyez ici et qui est le témoignage de la présence d'une calcinose avec une paniculite calcifiante et avec une élimination transépidermique du matériel calcifié. Regardez sur les radios standards, vous avez des calcifications que vous voyez ici sur les parties molles et qui se voient également sur les coupes scanographiques. C'est un papier qui est en cours de publication parce que c'est un aspect de la maladie de Cushing qui n'a jamais été décrit chez l'homme à ce jour-là, à notre connaissance, et qui a été décrit chez les chiens qui ont une maladie de Cushing. Donc, c'est la première description chez l'être humain. Donc, sur le plan morphologique, bien sûr, elle a bénéficié d'une IRM hypothalamo-hypophysaire. C'est une IRM hypothalamo-hypophysaire, malheureusement, qui n'avait rien montré dans ce cas. Alors, IRM, donc hypophyse de taille normale, homogène, avant, après injection de contraste. Par contre, elle a mis en évidence des anomalies de signal de la substance blanche en rapport avec la leucoencéphalopathie vasculaire sur la séquence flaire. Alors, il faut la préparer, hein, quelle que soit, elle va être opérée, il faut la préparer. Et à ce moment-là, quand on voit son bilan hépatique, on voit que c'est une patiente qui a quand même une cytolyse, une anomalie, pas uniquement une cytolyse, mais également une anomalie de tout son bilan hépatique. Regardez les transaminases qui sont élevées, elle a aussi une cholestase. À droite, vous commencez à droite, c'était en 2017, et puis ça, c'est au fil du temps. Par la suite, on l'a mis en concertation avec nos confrères gastro-entérologues sous acide urso-désoxycholique, ce qui a permis d'améliorer la cholestase qui est décrite chez les personnes ayant syndrome de Cushing. Et puis, par la suite, même si c'est très, très difficile de prendre la décision de mettre le kétoconazole, je vous rappelle, le kétoconazole, c'est un antifongique, chez ces patients qui ont une cytolyse, nous avons quand même pris en multidisciplinarité la décision de mettre notre patiente sous kétoconazole. On a décidé de traiter le mal par le mal, entre guillemets, et donc ce qui a permis, en contrôlant l'hypercorticisme, nous avons normalisé le bilan hépatique chez notre patiente. Alors par la suite, c'est un cas, comme on dit, il est très sévère, c'est un Cushing qui est vraiment très très sévère, et bien sûr, nous avons décidé de faire une surrénalectomie de sauvetage. Et regardez en post-opératoire, une perte importante du poids, une amélioration de toute l'obésité et toute la symptomatologie de la maladie de Cushing. Regardez à distance, là, oui. On a changé carrément le visage de notre patiente. Et pour la lésion décrite, regardez, une fois qu'on a commencé à contrôler l'hypercortisolisme, la patiente a commencé à cicatriser sa lésion spontanément, alors qu'on n'arrivait pas du tout, même avec des soins réguliers, avec la colchicine, à faire améliorer cette lésion dermatologique. Et 1 an plus tard, une IRM hypothalamo était faite et parallèlement à ça, un taux d'ACTH qui était très élevé à 1191 nanogrammes par ml. Donc l'IRM hypophysaire a montré le fameux microadénome. En fait, la taille, si on mesure, il dépasse largement les 10 mm. Hein. Alors, il siège ici au niveau du fond de la selle turcique et il est surmonté en haut par la glande surrénale normale. Donc, ça, c'est un message pour les radiologues. Quand vous faites des IRM comme ça de contrôle chez des patients qui ont été déjà pris en charge sur le plan endocrinologique pour leur hypercortisolémie ou leur maladie de Cushing, attendez-vous à voir ce genre d'image et ne dites pas que l'autre radiologue n'a pas fait son travail. L'IRM de 2017 était une IRM normale. L'IRM de 2019 avait montré cette lésion qui a nettement augmenté. Là, c'est un contrôle du mois de 2020. C'est une masse qui a nettement augmenté en taille en rapport justement avec cette ACTH qui a atteint, elle a atteint les 2000 nanogrammes par millilitre. Ça, c'est une IRM normale de 2017 et ça, c'est l'IRM du mois de 2020.
Donc, c'est le syndrome de progression tumorale corticotrope, où on connaît depuis longtemps, c'est le syndrome de Nelson. Le syndrome de Nelson se définit par l'apparition d'une mélanodermie qui est corrélée à une augmentation du taux de la CTH chez ces patients après une surrénalectomie bilatérale, ou voire même après des traitements inhibiteurs de la stéroïdogénèse surrénalienne. Et regardez, vous allez avoir par la suite le volume de l'adénome hypophysaire qui va d'abord apparaître, puis par la suite augmenter de taille. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Nelson. Alors, ce syndrome de Nelson, il va apparaître après une surrénalectomie. Est-ce que chez tout le monde? Il va apparaître chez 50% des patients. Le plus souvent, ça apparaît très, très rapidement dans la première année. Regardez dans cette courbe, c'est dans la première année du post-surrénalectomie, et dans les 3 ans, il va atteindre les 50% de tous les patients qui ont été adrénalectomisés. Et puis, après 7 ans, on va remarquer, regardez, il y a un effet plateau. Par la suite, c'est un effet plateau qui va se maintenir au fil des ans. Est-ce que le syndrome de Nelson va apparaître chez toutes les patientes qui ont été traitées par surrénalectomie bilatérale? Comme on a dit tout à l'heure, non, c'est uniquement chez 50% des patients. Et on a des facteurs prédictifs, à savoir l'âge jeune, quand on a des patients jeunes qui ont des flux qui sont très élevés, qui ont une durée du Cushing, de leur maladie du Cushing avant la surrénalectomie qui était très élevée, et qui ont des taux d'ACTH plasmatique qui augmentent de façon très, très importante au cours de la première année suivant la surrénalectomie. Chez ces patients, il faut s'attendre à avoir ce syndrome de Nelson. Comment va-t-on le traiter? Bien sûr, il faudrait le dépister très rapidement par une surveillance régulière clinique. Déjà, le patient, comme on l'avait vu dans la photo, il a présenté une mélanodermie, son taux d'ACTH a grimpé, et l'IRM a montré l'adénome qui a augmenté très rapidement de taille. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On peut les opérer, donc c'est la chirurgie hypophysaire, et si vous n'arrivez pas à contrôler ce volume tumoral, on pourra associer par la suite une radiothérapie hypophysaire qui assurera le contrôle tumoral de cet adénome hypophysaire. Et puis le dernier cas qu'on va présenter pour cette soirée, c'est M. Fikri, qui est venu à l'âge de 35 ans. En fait, il a consulté initialement, pas chez nous, c'était dans un autre centre hospitalier universitaire, pour un syndrome tumoral hypophysaire. Une IRM hypothalamo-hypophysaire a été faite, qui a révélé un macroadénome hypophysaire invasif très extensif, qui mesure 5 cm de largeur, sur 30 sur 45 millimètres, et c'était fait en 2017. Il a été opéré par voie transphénoïdale. La confirmation immunohistochimique était en faveur d'une maladie du Cushing. Par la suite, le patient a été adressé à notre neurochirurgien qui l'a adressé à son tour au service d'endocrinologie pour une évaluation et décision multidisciplinaire. Alors, quand on a reçu Fikri au service, on a constaté que cliniquement, il a une bofissure du visage, qu'il a un comblement d'écrose claviculaire, qu'il a une mélanodermie. Nous avons confirmé biologiquement le syndrome de Cushing par une cortisolémie de Mini qui est élevée et un freinage minute qui ne répond pas au freinage minute. Mais regardez, les flux, ils n'étaient pas vraiment élevés. Mais quand même, nous avons porté le diagnostic du syndrome du Cushing du fait de la présence des autres paramètres. Comme vous savez, on a ce qu'on appelle le Cushing cyclique, on a des sécrétions parfois, et par la suite, on a une normalisation de la sécrétion hormonale. C'était d'origine hypophysaire, c'est Fikri, sans faute, parce que le freinage ne freinait pas. On avait la CTH qui était élevée, on avait le macroadénome hypophysaire à l'IRM. Il n'y avait pas de retentissement au départ sur le plan visuel évalué par l'acuité, le fond d'œil et le champ visuel de Goldman. Sur le plan de son hypophysiogramme, il avait un déficit gonadotrope évalué par un taux de testostéronémie qui était basse. Et sur le plan morphologique, voilà son IRM. Sur le plan morphologique, vous le voyez très très bien. Alors, on a une volumineuse masse tumorale en fait, au niveau de la région célaire. On ne voit plus de glande hypophyse ici, qui est en isosignal T1, en hypersignal T2 hétérogène, avec une composante bien montrée ici en latérocélaire. C'est un macroadénome invasif qui a envahi de part et d'autre les deux sinus caverneux, avec un englobement des deux carotides intracaverneuses, et même une composante ici supracélaire qui vient flirter avec le parenchyme cérébral, avec ici une compression du plancher du V3. Par la suite, nous avons rapatrié Fikri au service très rapidement parce qu'il a présenté une hypersécrétion
constaté lui-même cliniquement, biologiquement évalué par des flux qui étaient élevés, un cortisol de minuit toujours élevé. Nous l'avons mis rapidement sous Docinex, qui a amélioré cette bouffissure qui s'est aggravée les derniers jours avant l'hospitalisation. Le flux s'est normalisé, comme vous voyez ici, et également sa cortisolémie s'est abaissée. Alors, devant un macroadénome invasif, il n'y a pas c'est facile, il faut l'adresser chez un neurochirurgien. Donc, Fikri devait être réopéré par voie transfénitale et voilà, regardez son IRM après sa chirurgie transfénitale. Donc, chose dite, chose faite, ce patient a été pris en charge par nos neurochirurgiens. Ici, c'est le scanner post-opératoire qui montre justement la voie d'abord transphénoïdale avec du matériel de bourrage ici, qui est en hypersignal T1 spontané qui correspond à de la graisse et une diminution nette du volume tumoral au niveau de cette coupe coronale. Donc là, une image du préopératoire et une image du post-opératoire. En fait, toute cette partie a été enlevée, ce qui a permis aussi de réduire donc, le volume de la masse tumorale et de réduire la composante qu'on avait montrée tout à l'heure au niveau de la région supracellaire, effectivement. Alors, après cette chirurgie maintenant qui a donné chez nos patients, notre patient, on était très content, une réduction très importante du volume tumoral. On va décider une reprise une autre fois en voie transfénidale, parce qu'on sait que la voie transfénidale, on peut y aller autant de fois pour réduire au maximum le volume tumoral. Bien sûr, le traiter médicalement, mais on dispose que du Docinex au Maroc et qui n'est pas, voilà, c'est pas ça qui va contrôler son hypercortisolisme. Et bien sûr, on a aussi la radiothérapie comme complément thérapeutique. Alors maintenant, il faut choisir entre les trois, faire des associations pour choisir le meilleur traitement pour chaque patient et ceci se discute bien sûr en multidisciplinarité obligatoirement. Alors, quels sont les médicaments? De façon très schématique, regardez ici, on a des médicaments qui agissent au niveau hypophysaire, qui sont les analogues de la somatostatine et les agonistes dopaminergiques. On a les médicaments qui vont bloquer la stéroïdogénèse surrénalienne, et pour ceci, vous avez le kétoconazole, la méthoquérone et nitotane. Donc, très rapidement, au niveau hypophysaire, vous avez les analogues et la dopamine qui vont agir au niveau des récepteurs qui sont présents sur la cellule corticotrope adénomateuse et qui vont agir pour entraîner une inhibition de la sécrétion de la CTH. Mais qu'est-ce qu'il en est chez les malades? Sur le plan pratique, ils ont utilisé le pasériotide, c'est le SOM 230, c'est un analogue de la somatostatine, utilisé dans les adénomes corticotropes. Pourquoi? Parce qu'il agit préférentiellement au niveau des récepteurs SST5 qui sont présents de façon importante dans les cellules corticotropes. Et dans un grand essai clinique qui a testé cette molécule avec 2 dosages, il a permis de normaliser le cortisol libre urinaire que dans 26% des cas. Mais comme vous savez, en matière d'effets secondaires, on est toujours limité quand on utilise les analogues de la somatostatine par les effets secondaires qui sont essentiellement gastro-intestinaux, mais qui sont le plus souvent tolérés. Mais pour le pasériotide, ils ont été limités par l'augmentation importante des chiffres glycémiques chez ces patients et qui se voyait chez 75% des patients. Les agonistes dopaminergiques, pourquoi? Parce qu'on a le récepteur qui s'exprime aussi au niveau des cellules corticotropes adénomateuses. Quand vous utilisez, vous arrivez à réduire dans l'immédiat, comme ça a été le cas chez notre patient, mais à long terme, vous perdez le bénéfice. Regardez, uniquement 35% qui gardent une réponse au traitement à long terme. Et quand on voit dans une méta-analyse qui a regroupé tous les cas chez Cushing qui ont été traités par le Docinex, on déduit que dans ces études, incluant les 124 malades, que la rémission se voyait à peu près chez 40% des patients. Dans notre série, nous avons traité 3 macroadénomes hypophysaires. On a arrêté le traitement du fait des effets secondaires, l'hypotension importante. Et puis, chez un patient, on a pu obtenir une normalisation du flux, et c'était le cas de notre dernier patient. Et ce qu'il en est si vous associez les deux, parce chaque médicament seul ne fait pas grand-chose, mais quand on associe les deux, les analogues de la somatostatine et les agonistes dopaminergiques, regardez, vous arrivez à contrôler mieux l'hypersécrétion hormonale de ces patients.
Maintenant, les inhibiteurs de la stéroïdogénèse, on en a 3. Le mitotane, vous savez, il va bloquer toute la stéroïdogénèse surrénalienne et c'est l'équivalent, on va dire, il va faire l'équivalent d'une surrénalectomie chimique. C'est un médicament qui a une demi-vie qui est très longue, qui a une toxicité qui est importante, bien sûr avec beaucoup d'effets secondaires. La rémission peut se voir jusqu'à 70% des cas, mais ça agit tardivement, regardez, à partir de 6 mois. Et dans cette situation, il faut agir en mettant des anticortisoliques type kétoconazole qui pourra agir dans l'immédiat pour pouvoir contrôler ces malades. La métopyrone, quand elle a été utilisée comme traitement à long terme chez ces malades, elle pourra donner un contrôle, une normalisation du flux dans 60% des cas. Il n'y a pas de phénomène d'échappement. Ça, c'est très, très important avec la métopyrone. La dose, elle est autour de 1300 et vous pouvez avoir des effets secondaires comme l'hirsutisme, l'acné et des nausées. Et puis, le kétoconazole, on l'a utilisé tous au Maroc à un certain moment, ça fait des années. Et dans une étude rétrospective qui inclut 200 patients Cushing traités par kétoconazole, la normalisation se voit dans 50% des cas. Et ceci autour d'une dose moyenne de 600 mg par jour. Et chaque fois qu'on parle du kétoconazole, notre crainte, c'est les effets secondaires hépatiques qui peuvent se voir dans 2% des cas. Mais il faut savoir que dans cette série, il n'y avait jamais été décrit d'hépatite fulminante. Les hépatites fulminantes sont exceptionnelles. Ils sont décrits dans un cas sur 15 000 cas. Donc, je pense que c'est un médicament qu'on pourra utiliser largement. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure chez notre patiente, même si elle est dans le cytologie. Si tu peux conclure. Oui. Donc, cet arbre décisionnel va être proposé tout à l'heure par notre neurochirurgien. La radiothérapie, on en sait, il y a 2, la radiothérapie conventionnelle et la radiochirurgie, et ça permettra de contrôler le volume tumoral, mais toujours attention au prix d'effets secondaires. Et puis, pour conclure, je ne peux pas parler de maladie de Cushing sans mettre la particularité du Covid-19. Donc, qu'en est-il en cas de suspicion clinique de la maladie de Cushing? Il faut encourager la téléconsultation, regrouper les bilans biologiques et limiter les déplacements au laboratoire, éviter le cortisol salivaire. Et en absence de retentissement visuel, on peut différer l'exploration radiologique. Le cas échéant, il faudrait choisir entre une IRM et voire même une TDM qui n'est pas du tout conseillée dans la région hypophysaire, mais dans l'objectif de mettre en évidence un macroadénome hypophysaire. Et en cas de symptomatologie modérée, on commence par le contrôle des comorbidités et on pourra différer la chirurgie. Mais attention, ceci, c'est des guidelines de la société d'hypophyse, mais c'est des guidelines qui dépendent essentiellement de la situation épidémiologique actualisée de chaque pays. Et puis enfin, ma dernière diapo, en cas de suivi de maladie de Cushing, on a tous des maladies de Cushing suivies dans le service. On sait que le risque de contamination est élevé chez eux parce qu'ils sont immunodéprimés. Il faut les voir en période de confinement par téléconsultation, c'est ce que tout le monde a fait pendant la période de confinement pour évaluer leurs besoins en hydrocortisone. Et puis, en raison du fort potentiel dépressif chez ce patient et le confinement aggrave la dépression chez ces patients, il ne faut pas hésiter à les adresser en consultation spécialisée. Pour conclure et dire que le traitement de la maladie de Cushing au Maroc, maintenant, c'est bien de voir ce que disent les guidelines, mais qu'en est-il de la réalité, la vraie réalité marocaine? Au Maroc, la maladie de Cushing est diagnostiquée de façon tardive. Au Maroc, nous ne disposons pas de médicaments anticortisoliques. À ma connaissance, il y a un laboratoire qui a eu le courage au Maroc de ramener un médicament anticortisolique. Et, ce que j'avais compris, parce qu'on n'a pas encore de documentation, c'est un inhibiteur de la stéroïdogénèse. C'est une très bonne chose pour la population marocaine et pour tous les endocrinologues du Maroc. Mais tant qu'on n'a pas ce médicament, il faudrait choisir entre la chirurgie, entre la radiothérapie et entre la surrénalectomie. Et même si on a ce médicament, quand on a des résidus, on n'arrive jamais à les contrôler par un traitement médical seul parce que ce laboratoire va ramener un seul médicament inhibiteur de la sécrétion cortisolique. Et puis, j'attire votre attention à la surrénalectomie bilatérale. Quand il y a l'indication à la surrénalectomie latérale, il ne faut pas la différer parce que vous allez changer le pronostic vital et améliorer la mortalité et la morbidité de ces malades. Et pour finir et vous dire que quand vous parlez de surrénalectomie bilatérale, vous n'êtes pas en train de parler chez des personnes normaux, vous êtes en train de parler de surrénalectomie chez des malades de Cushing sévères et que vous allez sauver en posant cette indication. C'est une prise en charge qu'on ne peut pas du tout concevoir si elle n'est pas multidisciplinaire. Je suis très fière et très contente d'avoir à mes côtés mes chers collègues, neurochirurgiens, radiologues, ophtalmologues et radiothérapeutes, avec qui on travaille en parfaite harmonie et je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils font
pour donner une meilleure prise en charge à nos patients marocains. Pourquoi? Parce qu'on sait que seul, on n'est qu'une petite goutte. Alors quand on est beaucoup, on peut être un océan. Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos deux professeurs pour leur excellente présentation et ce mixage réussi. La chirurgie, dans la plupart des cas, est le traitement de première intention de la maladie de Cushing. Plusieurs avancées dans les techniques chirurgicales ont vu le jour en parallèle avec le développement de l'imagerie. Et donc, je passe la parole à professeur Faisal Moufid pour nous parler de cette prise en charge chirurgicale. Donc, vous avez 25 minutes, on a un peu de retard. Merci et vous pouvez envoyer vos questions. Oui, professeur Faisal, vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez partager votre écran? Donc, merci professeur Safi. Donc, c'est à mon tour de remercier la Société marocaine d'endocrinologie et Cooper via mon ami Monsieur Benjiloun, donc de participer à ce webinaire, à cette soirée, pour traiter un sujet très très important qui est la prise en charge de la maladie de Cushing. Comme vous savez, c'est un challenge diagnostique et thérapeutique. Donc, pour ce faire, je vais entamer un plan, parler d'un peu d'historique du traitement, un rappel anatomique, parce que si on ne connaît pas notre anatomie, on ne peut pas aborder cette région. Et on va discuter du traitement chirurgical avant de conclure. Donc, comme vous savez tous, le syndrome de Cushing est associé à un risque élevé de mortalité. Donc, il faut agir. Donc, quels sont les objectifs du traitement? Premièrement, c'est la rémission de l'hypercortisolisme, la prise en charge adéquate des comorbidités, la préservation de la fonction hypophysaire et améliorer les troubles visuels en cas de macroadénome avec une extension supracellaire. Donc, je vous montre cette image d'IRM, coupe frontale, avec l'hypophyse au niveau de la ligne médiane. Et de part et d'autre, il y a les loges caverneuses avec la carotide intracaverneuse, droite et gauche. Et il n'y a pas, de microadénome, il n'y a pas de macroadénome, alors que le malade il a une symptomatologie de la maladie, un syndrome de Cushing manifeste. Donc c'est là où se pose le vrai challenge diagnostique premièrement et thérapeutique secondairement. Une autre image, c'est une IRM coupe coronale hypophysaire qui montre une masse de la région cellaire avec extension supracellaire vers les nerfs optiques, le chiasma et une extension latérocéllaire vers le sinus caverneux englobant la carotide intracaverneuse. Donc, les macroadénomes invasifs. Les macroadénomes invasifs, eux aussi, c'est un challenge thérapeutique. Qu'est-ce qu'il faut faire? La résection, est-ce qu'il y a d'autres arsenaux dans notre arsenal thérapeutique? Est-ce qu'il y a d'autres choses que la chirurgie? Donc, pour cela, pour prendre en charge ces malades, toujours comme on dit, professeur Tash et professeur Kanawi, il faut une discussion collégiale avec une RCP hypophyse, regroupant des endocrinologues, radiologues, neurochirurgiens, radiothérapeutes qui sont habitués à cette pathologie. Parce qu'il ne suffit pas de traiter, mais en plus, c'est surveiller ces malades. Donc, je passe brièvement pour l'historique. Déjà, Madame Trash a parlé des années 50-60 où la surnélectomie bilatérale était le traitement de choix.
Donc, c'est en 69 que Jules Hardy a remporté le premier succès de la première intervention d'exérèse d'un adénome pour le traitement de la maladie de Cushing. Et après, avec l'introduction du microscope, l'adénomectomie transphénoïdale sous microscope est devenue le traitement de choix pour la maladie, avec des taux de rémission qui peuvent arriver jusqu'au 90%. Et ces 15-20 dernières années, c'est là où il y a l'apogée de la chirurgie hypophysaire transphénoïdale par voie endoscopique qui est devenue le gold standard. Donc pour cela, donc, on fait un petit rappel anatomique. Pourquoi? Parce que pour connaître un peu la région, donc sur ces schémas, sur une coupe cadavérique, coupe sagittale, on voit l'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. Donc l'encéphale avec le corps calleux et la ceinture turcique se trouve au niveau de l'étage moyen où elle va englober l'hypophyse. Sur ce schéma, donc coupe frontale qui montre la selle turcique qui englobe l'hypophyse avec des rapports. C'est des rapports en haut, c'est le chiasma optique, latéralement le sinus caverneux avec la carotide intracaverneuse et en bas, c'est les sinus sphénoïdaux. Le schéma de gauche, en bas, ici, il est très important pour vous montrer que l'hypophyse, elle est située dans la selle turcique, elle est entourée que par la dure mère. Il n'y a pas d'arachnoïde. Normalement, il n'y a pas de LCR dans la selle turcique. En haut, elle est délimitée par un dédoublement de dure mère qu'on appelle le diaphragme cellé. À travers le diaphragme cellaire, il y a le passage de la tige pituitaire. Généralement, vous entendez la dénomination de selle turcique vide. Mais généralement, la selle turcique n'est pas vide. Il faut changer le nom. Pourquoi? Parce que la selle turcique vide, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un élargissement de ce diaphragme scellé, cet orifice, et il y a une déhiscence de l'arachnoïde encéphalique à l'intérieur. Et qui dit déhiscence de l'arachnoïde, il y a déhiscence de l'espace sous-arachnoïdien qui contient du liquide céphalorachidien. Et on aura dans la selle turcique du LCR, mais l'hypophyse, elle est là. Elle est ratatinée, elle est comprimée par un effet de masse du LCR. À l'IRM, on voit qu'il y a une selle turcique vide, soi-disant. Mais généralement, il faut dire qu'il y a un arachnoïdocèle intracellaire. Donc, juste à titre informatif. Toujours en étudiant les rapports, sur une image cadavérique, on voit la selle turcique, toujours latéralement les carotides, le chiasma, en arrière le tronc basilaire avec le tronc cérébral. Ça, c'est une vue endoscopique, cadavérique, pour vous montrer l'image et la qualité d'image et le champ de luminosité par l'endoscope, qui ne donne pas le microscope. On voit ici l'hypophyse, les deux carotides, le tronc cérébral et l'étage antérieur. Quant au microscope, le champ de vision est limité qu'au niveau de l'hypophyse, ce qui fait avantager la chirurgie endoscopique du microscope. Et pour vous montrer ici, chirurgie microscope versus endoscope. Donc le chirurgien, il voit dans son microscope avec des manœuvres manuelles, il introduit un spéculum, vous voyez le spéculum, on voit la selle turcique, on voit l'hypophyse, mais le champ de vision il est limité qu'à l'hypophyse. Donc, il y a des espaces morts. On ne peut pas voir en avant, en arrière et latéralement. Ça, c'est une vue sous microscope dans un spéculum. Et si c'est une vue endoscopique, et ça, c'est une vue endoscopique qui est vraiment panoramique, qui montre l'hypophyse et ses rapports. Donc, rapidement, les avantages de l'endoscope, c'est qu'on n'utilise pas d'écarteur. Il y a une meilleure illumination en profondeur. Il y a un large champ de vision. Et on peut visualiser des points morts, comme j'ai dit, au niveau des sinus caverneux et des carotides. Donc, quels sont les buts de la chirurgie hypophysaire? Donc, on commence par éliminer la tumeur immédiatement et complètement si c'est possible. Deuxièmement, préserver la fonction hypophysaire. Et troisièmement, éviter les complications. Ces objectifs peuvent être atteints chez la plupart, mais pas tous les patients, malheureusement. Il faut une bonne analyse de l'imagerie préopératoire. Comme a dit le professeur Kamaoui, l'IRM hypophysaire avec les différentes séquences dynamiques couplées par un scanner naso-sinusien. Donc, j'ai ajouté le scanner naso-sinusien. Pourquoi? Parce qu'il est très important pour la voie d'abord chirurgicale.
Donc, chaque fois qu'on a une IRM hypophysaire, avant d'aborder le malade, il faut faire un scanner nasosinusien. Je vais vous expliquer pourquoi ultérieurement. Donc, cette imagerie et ce bilan radiologique précis va classer la tumeur. Est-ce que ce sont des microadénomes, des macroadénomes ou bien des IRM normales? Et bien sûr, classifier l'adénome. Est-ce qu'il est enclos? Est-ce qu'il est invasif? Et il y a une classification que j'ai choisie, c'est la classification de KNOSP, qui fait un gradient de 0 à 4 selon un microadénome, un adénome enclos ou bien un adénome invasif. C'est très important de connaître, de faire un bilan radiologique à base d'IRM et bien établi afin d'aborder l'adénome hypophysaire chirurgicalement. Donc, le taux de rémission est le plus faible en cas de macroadénome invasif. Donc, la possibilité d'exérèse complète ou non, elle a une valeur pronostique de guérison. Et comme vous savez, l'adénome invasif, généralement, c'est très difficile de faire une exérèse complète, sauf si on s'acharne, on fait 2, 3, même 4 reprises chirurgicales. Toujours dans les considérations chirurgicales, là, c'est l'IRM préopératoire qui est négative. Là, on n'a pas de cible. Il n'y a pas de cible chirurgicale pour guider la dissection. Donc, dans cela, il faut une bonne exploration minutieuse, c'est-à-dire sur le plan chirurgical. Si on ne trouve pas l'adénome, on peut proposer l'hypovasectomie partielle. Mais cette hypovasectomie partielle, normalement, doit être guidée par les tests qu'a dit le professeur Troche auparavant. C'est les tests de cathétérisme des sinus pétreux inférieurs qui, malheureusement, n'existent pas au Maroc. D'où il reste soit la radiothérapie, soit la surnéectomie bilatérale. Bien sûr, ça c'est le test de cathétérisme des sinus pétreux inférieurs. On injecte la CRH, puis on va doser simultanément sur les deux sinus le dosage d'ACTH. On le compare avec l'ACTH plasmatique. S'il y a une augmentation en moins sur un sinus, donc ça confirme la maladie de Cushing. Donc, toujours dans les considérations chirurgicales, donc, il faut penser à des localisations inhabituelles, surtout dans la région paracellaire. On peut avoir des microadénomes au niveau des sinus caverneux, au niveau de la tige pituitaire. Vous voyez ici, sur une coupe sagittale d'IRM, on voit que l'adénome il est sur la tige pituitaire. Ou bien, ici, sur cette coupe frontale, on a le chiasma, la tige pituitaire, l'hypophyse et le microadénome, il est dans la muqueuse du sinus sphénoïdal. Et le seul abord, c'est la voie endoscopique qui peut enlever ces microadénomes. Il y a toujours dans les considérations chirurgicales, il y a la consistance de l'adénome. La consistance de l'adénome, bien sûr, il y a une différence sur le plan chirurgical, un adénome fibreux et un adénome non fibreux. Un adénome non fibreux, c'est un adénome qui est facile, qui est aspirable, qui est friable, ça vient tout seul et ça donne plus de chances de rémission. Alors qu'un adénome non fibreux, c'est un adénome qui colle, parfois, surtout s'il est invasif, il colle au neurotique, il colle au chiasma, il colle au sinus caverneux. Donc, la dissection, elle est très difficile, pourvoyeuse de plus de complications. Donc, on est tenté à faire une dissection minutieuse, même une résection en 2 hauts ou bien 3 temps. Il y a le saignement péropératoire qui est très important. Donc, le saignement péropératoire, généralement, la chirurgie endoscopique transphénoïdale, elle est peu sanglante, mais parfois, on peut avoir le saignement d'origine tumorale ou bien surtout s'il y a un sinus coronaire médian entre les deux sinus coronaires qui fait un sointement qui est progressif mais durable, qui va retentir sur la qualité d'image et par conséquent, il va retentir sur la qualité de résection. Et bien sûr, l'expérience du neurochirurgien, c'est très important. Il est connu que l'expérience du neurochirurgien dans cette chirurgie, c'est un facteur qui est déterminant dans la réussite et dans la bonne rémission de ces malades. Et pour avoir, sincèrement, pour avoir une expérience suffisante, il faut au moins avoir 50 procédures transphénoïdales par an. Donc, pour, bien sûr, améliorer et toujours, la courbe d'apprentissage ne se termine pas, bien sûr, par la participation des congrès, la chirurgie sur cadavres, pour, bien sûr, améliorer la prise en charge de nos malades. Donc, maintenant, on a décidé d'opérer le malade. Donc, bien sûr, il faut savoir, il faut connaître
il faut préparer le malade, il faut un consentement éclairé du patient. C'est un consentement en lui expliquant qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les complications, qu'est-ce qu'il attend de cette chirurgie. Bien sûr, une évaluation cardiaque minutieuse, c'est des malades qui ont des troubles cardiaques, des troubles vasculaires, prévenir les accidents thromboemboliques en pré- et en post-opératoire. Il continue ses traitements antérieurs, bien sûr pour prévenir les méningites ou bien en cas de fissure de LCR, déjà un traitement préventif, on le fait par la vaccination anti-pneumocoque et généralement pas de traitement médical spécifique en préopératoire, sauf dans certains cas. Donc l'instrumentation qu'on utilise, c'est on a besoin d'un endoscope de 0,30 degrés, plus ou moins 70 degrés, une gaine d'endoscope, caméra, instrumentation classique, une formation bien sûr et une courbe d'apprentissage. Et dernièrement, il y a le progrès de la non-navigation, c'est le GPS en intracrânien qui nous guide parfois à trouver les micro-adénomes. L'écho-Doppler péropératoire pour détecter les carotides latéralement de l'hypophyse et l'IRM péropératoire. Donc, je vous dessine une table opératoire pour la chirurgie. On a l'endoscope, l'instrumentation pour faire le début chirurgical. Donc, il faut une bonne analyse de la voie d'abord chirurgicale. Pourquoi j'ai dit le scanner? Le scanner nasogénique est très important parce que pour la voie d'abord, on peut trouver une hypertrophie du cornet moyen. Par exemple, ici sur un scanner nasosinusien, coupe frontale, on voit ici le cornet moyen du côté gauche et il est hypertrophié. Donc c'est difficile d'entrer par la narine droite, donc il faut aller vers la narine gauche. Par exemple, déviation de la cloison nasale, on la voit sur le scanner. Parfois on trouve la concabulosa. Vous voyez ici, sur cette trou frontal, donc le globe oculaire, ici le cornet moyen, on a une dilatation kystique, remplie de mucus. Et en opératoire, on trouve ça qui va bloquer le chemin. Donc il faut au préalable savoir qu'est-ce qu'on attend à la voie d'abord, d'où l'intérêt de ces scanners nasosinusiens pré-opératoires. Donc les différentes étapes de la voie endoscopique endonasale, qui est le gold standard dans le traitement de l'adénome hypophysaire. Donc l'installation, c'est en position soit anesthésie générale, position d'éclipse dorsale, tête déviée du côté gauche. Donc on utilise un amplificateur de brillance et toujours, bien sûr, il faut une préparation du site de prélèvement au niveau de la cuisse et de l'abdomen parce qu'on aura besoin parfois de la graisse pour fermer le plancher de l'abdomen et du fascia lata pour la fermeture. Donc, il y a la phase nasale. La phase nasale, sur cette vue endoscopique, on a le cornet moyen. Donc, il faut luxer le cornet moyen par une spatule pour y arriver vers le rostre sphénoïdal. Donc, au niveau du rostre, on fait une dissection sous-muqueuse sur la ligne médiane avec exposition du rostre, qu'on le voit ici sous forme d'un bateau. Donc, la phase célaire, ici sur une vue endoscopique, donc après ouverture de la selle, on a la durmère. Après ouverture de la durmère, il y a issu du matériel adénomateux. Donc la stratégie, c'est toujours, il faut une large ouverture de la selle turcique, il faut une exploration minutieuse et complète de la région cellaire, sous voie endoscopique. En cas de micro ou macro-adénome, c'est l'adénomectomie sélective en bloc avec pseudocapsule. Pourquoi la pseudocapsule? Parce que généralement, la pseudocapsule, donc il y a des études qui ont fait des examens à la patte. Au niveau de la pseudocapsule, ils ont trouvé qu'il y a des cellules tumorales. Et ces cellules tumorales, c'est eux qui sont responsables des récidives. Des malades qui sont déjà déclarés en rémission, avec une exercice complète, avec une IRM parfaite. Et à travers ces pseudocapsules, on aura une récidive tumorale. Donc, l'intérêt de faire une adénomectomie avec la pseudocapsule qui entoure l'adénome. Donc, le challenge ici, c'est les tumeurs non visibles à l'exploration chirurgicale. Donc, il y a ici, c'est le consentement et la concertation dans des staffs multidisciplinaires pour prendre la bonne décision. Est-ce qu'on va pour une exploration minutieuse, essayer de chercher le microadénome? Est-ce qu'on fait une suradénectomie bilatérale? Est-ce la radiothérapie? Ça, c'est cas par cas dans des staffs disciplinaires.
Pour les macroadénomes invasifs, il faut une chirurgie maximale par débulking. Il faut faire une résection la plus large possible. Le maximum, bien sûr, il y a des difficultés lorsqu'il y a une extension vers la région supracellaire, la région latérocellaire, vers le sinus caverneux, la dissection est un peu difficile. Parfois, on est amené à arrêter et reprendre le malade ultérieurement. Et bien sûr, il faut une évolution post-opératoire précoce pour voir la rémission. Donc, quelques schémas pour vous montrer un peu schématiquement pour les microadénomes. Donc, ici, c'est l'hypophyse normale. Il y a le microadénome. On sait le disséquer et on enlève en bloc le microadénome avec sa capsule. Ici, on a un macroadénome qui est enclos. On fait une dissection intratumorale jusqu'à libération centrale et on va faire une dissection latéralement de la pseudocapsule pour enlever la capsule de l'adénome pour avoir des chances de guérison pour ce malade. Adénome non visible, ça c'est schématiquement comment on fait l'exploration minutieuse et complète de l'hypophyse. On a une hypophyse normale. On commence systématiquement pour la médiane, on ouvre par des incisions longitudinales, on explore. S'il n'y a pas de microadénome, on explore du côté droit par la même incision, puis le côté gauche. Et après, si on trouve le microadénome, on va procéder à la même façon pour traiter un microadénome hypophysaire. Donc, après avoir traité ou bien faire l'exérèse, il faut bien sûr une reconstruction cellaire. Là, soit on a une fermeture qui est soit on n'a pas de brèche méningée parce que lorsqu'on ouvre la durmère, ça risque d'avoir des brèches lorsque méningée. S'il n'y a pas de brèche, on ne peut rien faire parce que, si vous vous rappelez, on a dit que la selle turcique, elle est tapissée par la durmère, le diaphragme cellaire en haut et il n'y a pas d'arachnoïde, il n'y a pas de LCR. C'est dans les adénomes invasifs qu'on a des fissures du HCR parce que lorsqu'on fait la dissection, il y a une effraction de la durmère supracellaire, latérocellaire et il y a l'issue du LCR. Si on a une brèche, on est dans l'obligation de fermer. C'est pour cela que préalablement, il faut une préparation abdominale et de la cuisse pour prélever de la graisse ou bien du fascia lata au niveau de la cuisse pour colmater ces brèches et les colmater avec de la colle biologique chirurgicale. Donc, ici, je vais, si vous permettez, jouer une petite vidéo abrégée d'une voie endoscopique chez un malade qu'on a opéré. On voyait la phase initiale. C'est la luxation du cornet moyen, ici. Donc, on le luxe. Donc, il y a une luxation pour donner de l'espace vers le rostrum sphénoïdal qui est là. Donc, on va ouvrir le sinus sphénoïdal. On va voir la selle turcique après ouverture du sinus sphénoïdal. Donc ici, après avoir enlevé le plancher de la selle, la durmère, on ouvre la durmère par un crochet, donc minutieusement au niveau de la ligne médiane. D'accord. Donc le premier geste à faire, bien sûr, c'est avoir une preuve anapathe, c'est la biopsie. Premièrement, c'est la biopsie. Ça, c'est un macroadénome qui est enclos. Donc il nous faut avoir la preuve anapathe. Parce que parfois, on a des adénomes qui sont très aspirables et on aspire tout. On n'a pas d'anapathe. Donc, toujours, le premier geste, c'est avoir un morceau pour l'anapathe. On fait un débulcule intratumoral. Donc, latéralement. Et après, on va rentrer par l'endoscope à travers l'ouverture durmérienne. On voit ici, il est en train d'aspirer, il est aspirable, vous voyez, par l'aspirateur, il est en train d'aspirer le reste qui est au niveau du plancher et du diaphragme cellaire. Donc ici, après, enfin, on voit ici le plancher ou le diaphragme scellé avec le débattement du LCR à l'intérieur. Et on va fermer par la graisse, augmenter la brèche par la graisse abdominale. Quelles sont les complications post-opératoires? Heureusement, faible taux de mortalité, presque 0%, jusqu'à des séries moins de 1,5%. Les causes de mortalité, c'est surtout toucher la carotide, malheureusement, c'est le décès sur place. Les complications endocriniennes en post-opératoire, c'est le diabète insipide, généralement transitoire, qu'on le traite médicalement, qui s'observe chez 3 à 9% des patients
et bien sûr l'insuffisance antéhypophysaire qu'on va traiter avec un traitement substitutif par nos collègues endocrinologues qui voient le malade en post-opératoire immédiat et suit son insuffisance antéhypophysaire. Pour les fissures du SCR, bien sûr, c'est une complication qu'on voit, qui est moins de 8%, mais le but, c'est bien sûr qu'il faut fermer ces fissures du SCR. Pourquoi? Parce que ce sont des brèches qui font communiquer l'espace sous-arachnoïdien avec le milieu extérieur, et le risque, c'est les suppurations intracrâniennes, c'est la méningite, c'est les abcès. Donc, une fois on a une fissure du SCR, il faut la traiter sérieusement. On peut commencer par des ponctions lombaires, par un drainage spinal continu avec un traitement médical qui diminue la sécrétion du SCR. Si ça ne marche pas, il faut reprendre par voie endoscopique et mettre du fascia lata et colmater la brèche. Et bien sûr, les complications, c'est les événements thromboemboliques séchés patients. Cognitive de la chirurgie transcrânienne, généralement, elle est de moins en moins utilisée. Elle est indiquée chez certains patients, surtout lorsque ce sont des adénomes qui sont fibreux dont la composante la plus grande est les supracellaires. Dans ces cas-là, il faut opter pour une chirurgie transcrânienne. Donc, ici, c'est en post-opératoire. Donc, il y a une méta-analyse multicentrique qui a été faite sur 6400 patients par chirurgie transcrânienne, endoscopique et microscopique. Donc, il parle du timing du testing, c'est-à-dire quand il faut évaluer ces patients. Donc, c'est une évaluation qui est précoce, généralement le 3e jour qu'on fait toujours dans notre service. Donc, le 3e jour, maximum une semaine, et à répéter 3 à 12 mois. Donc, l'hypocortisolémie précoce après la chirurgie, c'est le meilleur prédicteur du succès de la chirurgie, avec un taux de rémission précoce de 65 à 98%. Et ce taux de rémission, il est moins bon en cas d'IRM négatif ou macroadénome à invasif. Mais les récidives, il y a les récidives après rémission, alors le taux est de 2 à 38%. C'est-à-dire que c'est des malades qui sont déclarés en rémission et après des années, ils récidivent. Et il y a une étude qui montrait en fonction de nombre d'années, vous voyez ici, première année, 4,7% taux de récidive. Et après 7 ans, on a 30% de récidive des malades qui sont déclarés en rémission. Donc l'explication, c'est sûr, même après la chirurgie, avec la chirurgie, on fait une exérèse complète, on enlève le microadénome. Parfois, il y a des cellules tumoraux qui sont là, qui persistent sur le plan histologique, donc qui explique ce taux de récidive après des rémissions déclarées en post-opératoire, ou bien parfois il y a des néoformations d'adénome après chirurgie. Donc, pour cognitive de la chirurgie exploratrice précoce, c'est-à-dire le second look, elle est nécessaire, bien sûr, tous les articles passent d'un second look avant de proposer une radiothérapie ou un traitement médical. Ça n'empêche, pour la chirurgie endoscopique, tellement elle est facile, tellement les complications sont plus ou moins rares, donc on peut se permettre d'aller première fois, deuxième, troisième, quatrième fois, au lieu de proposer une radiothérapie. Mais je pense pour la radiothérapie, c'est pour les cas qui sont vraiment très invasifs et que la chirurgie ne va rien faire. Et le taux de rémission, elle est moins bon, donc il est de 40 à 70% par rapport à la première chirurgie. Donc, j'ai pensé à partager avec vous la radiochirurgie stéréotaxique sur un article par des Américains qui étudient 278 patients sur un suivi de 5-6 ans. Donc, ils ont quand même un taux de récidive à 18% et il y a des complications. L'insuffisance hypophysaire, les neuropathies optiques, quand même, c'est des complications qu'il faut prendre en compte. Et avec une tumeur qui reste stable dans 42% des cas. Donc ici, c'est peut-être un arbre décisionnel de la chirurgie hypophysaire transphénoïdale. Si on a une rémission, donc surveillance à long terme, bien sûr, on a dit qu'il y a des rémissions qui peuvent venir, des récidives qui peuvent venir en 10 et 20 ans, donc il faut une surveillance à vie. S'il y a une persistance ou récidive d'hypercortisolisme, là, c'est la concertation au niveau des staffs multidisciplinaires. Pourquoi? Parce que soit la reprise chirurgicale, s'il y a une persistance, c'est là où il y a le hic. Est-ce que la radiothérapie, est-ce que le traitement médical, est-ce que la surénectomie bilatérale, ou bien une deuxième, troisième, quatrième reprise chirurgicale. Donc, ce sont des malades qu'il faut
bien sûr traiter cas par cas dans des staffs multidisciplinaires. Et pour terminer, je vous dirais que c'est un challenge diagnostique et thérapeutique dont la chirurgie endonasale, parfois endoscopique, c'est le traitement de choix. C'est le gold standard actuellement pour la chirurgie des adénomes hypophysaires. Pour la maladie de Cushing, c'est l'étape ultime. Bien sûr, sur le plan d'expérience de neurochirurgien, c'est la dernière étape. Il faut commencer par les autres types d'adénomes et la maladie de Cushing, elle est très difficile. C'est l'étape dernière dans cette chirurgie. La seule technique de résection peut être d'adénomes invasifs au sinus caverneux. Les adénomes ectopiques en paracellaire, c'est la voie endoscopique. Il faut insister toujours sur la pseudocapsule. La pseudocapsule, il faut enlever la pseudocapsule pour avoir une résection efficace et pour augmenter les chances de guérison. Et il nécessite un suivi à long terme pour identifier les récidives de l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire. Et je vous remercie. Merci, professeur Monsef, pour ce voyage dans l'hypophyse. Et donc, je vais ouvrir la session des questions. Donc, voilà. Votre vidéo. On va démarrer la vidéo. Très bien. Donc, voilà. Donc, concernant les questions, je vais commencer par les questions pour la chirurgie, tout d'abord. Donc, il y a une question qui nous dit, lorsqu'on n'arrive pas à voir l'adénome sur l'IRM, comment différencier entre le tissu sain et le tissu tumoral? Donc, le professeur Nkash a essayé de répondre tout à l'heure, mais je pense que c'est le chirurgien, l'œil du chirurgien qui pourra détecter l'adénome une fois qu'il n'est pas vu sur l'IRM. Donc, pour le professeur Monsef, je voulais vous poser une question. Lorsqu'on ne repère pas l'adénome hypophysaire et qu'on veut aller vers une chirurgie, une hypovasectomie partielle, en l'absence de cathétérisme, est-ce qu'on est en droit de faire une hypophyséctomie partielle? Et si on l'a fait et qu'on ne voit pas d'adénome, quelle partie de l'hypophyse on va sectionner? On dit que c'est la partie postérolatérale. Donc, à votre avis, quelle est la meilleure partie qu'il faut sectionner? Donc, déjà, pour prendre la décision de faire l'hypophyséctomie partielle, il faut avoir un consentement déjà dans un stade multidisciplinaire, parce que quand même, c'est une décision qui est très difficile. Mais bien sûr, il faut partager ça avec le malade. Il faut lui expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Mais généralement, l'hypophyséctomie partielle, c'est le dernier recours. Pourquoi? Parce qu'avec l'exploration minutieuse, et je l'ai dit, je le redis, une exploration minutieuse de l'hypophyse avec une méthode systémique au niveau de la ligne médiane, côté latéral, droit, du côté gauche, on arrive à détecter l'adénome selon, ça c'est la revue de la littérature, presque une série multicentrique, c'est ça l'attitude récente. L'hypophyséctomie, elle est plus ou moins délaissée par les collègues qui l'ont faisait auparavant. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode de fluorescence pour pouvoir détecter l'adénome? Ça, c'est pour essayer de retrouver cet adénome. Une autre question, quel est le moment idéal pour une reprise chirurgicale? Est-ce qu'on doit faire la reprise chirurgicale dans le mois qui suit la première chirurgie pour éviter la fibrose, ou on est en droit d'attendre? Et vous avez dit première chirurgie, deuxième, voire troisième chirurgie. Quelles sont les bonnes indications d'une reprise chirurgicale? Pour l'indication chirurgicale, c'est en fonction des IRM post-opératoires et de la clinique post-opératoire. Surtout, le problème se pose avec les adénomes invasifs. C'est des adénomes qui font invasion sur les sinus latéraux, sur la région supracellaire. Donc, on peut faire l'exérèse première, deuxième fois en fonction, bien sûr, il y a des limites. On ne peut pas, par exemple, enlever une invasion qui englobe tous les sinus caverneux. Donc, il y a des limites. Mais on préfère faire une résection chirurgicale la plus large possible, donc pour donner plus de chance, parce qu'on fait une exérèse, déjà on va décomprimer, on va réduire la masse tumorale, je pense, on va réduire l'hypersécrétion post-opératoire, et après l'évolution, s'il y a eu une récidive, c'est-à-dire une reprise du volume tumoral, on opte pour une reprise chirurgicale. À quel moment?
À quel moment il faut reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre, on doit reprendre dans le mois qui suit ou est-ce qu'on doit attendre? Quand on veut. Cette notion de fibrose post-opératoire, Oui. on peut reprendre de 2-3 ans. Il peut être opéré de 3 ans, 4 ans, il peut les reprendre. Pour la fibrose, il faut disséquer minutieusement. On n'a pas le choix. Bien sûr, ça serait plus difficile que la première intervention chirurgicale. Mais si on doit agir, on doit agir. Hein. Ce n'est pas la fibrose qui va nous arrêter. D'accord. Merci. On a une question pour professeur Al-Atrache. On sait généralement que dans la maladie de Cushing, l'IRM plaide en faveur d'un picoadénome ou d'un microadénome. Qu'est-ce qui fait que certains patients ont des adénomes plus agressifs et volumineux que d'autres? Effectivement, a priori, dans la majorité des cas, c'est des microadénomes. Et quand on dit microadénomes, c'est des cellules corticotropes puis tumorales, mais qui ont gardé le caractère différencié, le caractère d'une cellule corticotrope. À l'inverse, quand on a des adénomes invasifs, c'est des macroadénomes, et probablement on peut évoquer le fait qu'il y ait une perte, je dirais là partielle, comme c'est le cas dans le dernier patient qu'on avait présenté, qui était très invasif avec un envahissement des sinus caverneux, mais c'est surtout un envahissement énorme en supracellaire. Je dirais un défaut partiel une perte partielle de ce phénotype corticotrope, c'est-à-dire d'une cellule corticotrope normale. Et ceci pourrait s'expliquer par un défaut de la maturation de la POMC. La POMC, c'est la pro-opiomélanocurtine. Et ceci à l'instar de ce qu'on voit pour les adénomes corticotropes agressifs et qui ne sont pas symptomatiques, qu'on dit silencieux, et qui sont découverts uniquement sur l'immunohistochimie. Et quand vous examinez ces malades, ils sont asymptomatiques, il n'y a aucun symptôme de Cushing au préalable, c'est l'immunohistochimie qui vous confirme le caractère corticotrope. Donc, pour ces adénomes, on a évoqué un défaut de maturation de la pro-opiomélanocurtine. Je dirais pour les corticotropes, probablement c'est une perte partielle. Donc, voilà. Parce que, par exemple, il a gardé l'hypersécrétion d'ACTH et il a gardé une symptomatologie du. Voilà, c'est pour expliquer ça. D'accord. Une question pour professeur Kmaoui. Y a-t-il les signes radiologiques, que ce soit signal ou rehaussement après prise de contraste, qui peuvent orienter vers le type sécrétoire d'adénome? Maladie de Cushing, différencier la maladie de Cushing des autres adénomes. Est-ce qu'il y a des signes radiologiques? Alors, déjà, quand le patient se présente en radiologie pour faire son IRM, il a toute une histoire derrière lui et il a une Donc, quand on trouve une image, on va la rattacher obligatoirement au tableau clinique, au tableau clinique du patient. Ce que je sais, ce qu'il y a dans la littérature, c'est que les microprolactines sont en hypersignalité de liquidien. Généralement, il y a un chiffre de prolactine aussi qui est élevé et qui va avec. Que les adénomes AGH sont en hyposignal 32 aussi. Et pour les macroadénomes à ACTH, quand ils sont volumineux, 80% de ces macroadénomes, ils ont un aspect microkystique caractéristique sur le PV. Mais on peut trouver d'autres macroadénomes microkystiques et qui ne font pas à ACTH. Donc, il faut toujours, et j'insiste ici, sur la corrélation entre la clinique, la biologie et les données de l'image. D'accord, merci. Donc, une question pour professeur Al-Atrache. Donc, une auditrice voudrait comprendre le test de la desmopressine. Comment ça se passe en pratique? Le test à la desmopressine, c'est l'injection du minéral. On a le minéral injectable que les neurochirurgiens utilisent au bloc opératoire pour éviter le délai insipide post-opératoire immédiat par une chirurgie transsphénydale. Donc, on peut l'utiliser en injection, on injecte 10 microgrammes et vous dosez, il y a un protocole. On dose l'ACTH et on dose le cortisol sanguin et on sait que le test part d'une réponse positive si vous avez une augmentation de l'ACTH plus de 50% et de cortisol plus de 30% par rapport aux valeurs de base. Ça, c'est pour distinguer le pseudo-Cushing d'un vrai syndrome de Cushing, mais il faut faire attention, ces interprétations pour la desmopressine ne sont pas les mêmes quand on veut quand on veut prédire une récidive précoce. Parce qu'on a dit tout à l'heure, si vous voulez prédire une récidive précoce après une résection d'un microadénome hypophysaire psychotrope, utilisez le test à la desmopressine, c'est
qui va se positiver avant même que le cortisol libre urinaire n'augmente. Dans ce cas-là, ce n'est pas la même interprétation. Donc, voilà. Donc, c'est un test à utiliser, bien sûr, au milieu hospitalier, avec une équipe médicale et surtout par un médical entraîné et bien sûr une surveillance à approcher pendant toute la durée du test. Donc, une question, les tests pour faire le diagnostic de maladie de Cushing ne sont pas fiables à 100%. Donc, quel est le test qui a le plus de sensibilité et de spécificité? Est-ce le cortisol salivaire de minuit? Malheureusement, qu'il n'est pas disponible au Maroc, à votre avis. Pour le syndrome de Cushing? Oui, pour le syndrome de Cushing, quel est le test qui allie la meilleure sensibilité et spécificité? Alors, ce qui est très important, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Et c'est ça le grand souci qu'on a dans le syndrome du Cushing. C'est un faisceau d'arguments. C'est un diagnostic qui se base sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, et après, ça viendra à la morphologie. Alors, si on veut comparer le cortisol sanguin et salivaire, on préférerait de loin, effectivement, le cortisol salivaire. C'est le reflet direct de la fraction libre. Ça demande des salivettes. Ça se fait. En fait, on les fait dans le service. Ça nous arrive de le faire. C'est juste, c'est le coût qui est un peu élevé. On demande des salivettes et le laboratoire avec qui vous travaillez, il va commander ces salivettes et c'est une bandelette que vous faites passer dans la salive de votre patient à minuit et puis vous conservez dans le réfrigérateur et le lendemain matin, elle est envoyée à Paris pour être dosée. Effectivement, le cortisol salivaire, il est très bien quand vous le comparez avec le cortisol sanguin. Mais vous ne pouvez pas dire je vais faire le dosage du syndrome du Cushing sur un seul dosage du cortisol salivaire. Quel que soit, il faut faire les flux et les répéter au moins 2 à 3 fois, faire un cortisol sanguin ou salivaire à minuit et rajouter, bien sûr, un freinage minute. Et nous, ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas se permettre les salivettes chez tous les patients, pour éviter le stress de la sécrétion de cortisol, et essayer de poser le cathéter du prélèvement à 20h du soir. Et comme ça, vous évitez le stress lié on va dire à la piqûre du prélèvement. Et le patient, quand l'infirmier revient à minuit pour faire son prélèvement sanguin, il n'y aura pas la réaction avec l'hypersécrétion du cortisol. Donc voilà. Mais c'est un faisceau vraiment d'arguments et on ne se base pas sur un seul paramètre. Je voulais aussi, sur le plan de la thérapeutique, quelles sont les meilleures associations thérapeutiques dans la maladie de Cushing? C'est vrai qu'au Maroc, nous avons essentiellement la cabergoline. Vous arrivez à vous approprier un peu la méthotrexate, plus ou moins la kétokinazole, mais dans la littérature, quelles sont les meilleures associations thérapeutiques? Pour les adénomes, on va dire invasifs. Ils ne répondent pas beaucoup aux analogues de la somatostatine, pas vraiment. Donc, parce qu'on a les récepteurs SST2 et SST5 qui s'expriment beaucoup plus quand vous êtes en situation de microadénome hypophysaire. Donc, si on part sur ce principe, on va dire, de récepteur, on pourrait dire, on va choisir l'association en fonction de vous êtes dans quelle situation. Donc, un microadénome, vous allez partir un résidu, un petit résidu, vous allez partir plus sur les analogues de la somatostatine qui ne sont pas commercialisés au Maroc. Ça ne marche pas, vous ajoutez les agonistes dopaminergiques. Et puis, pour les macros, parce qu'ils sont généralement, le plus souvent, très sécrétants, et à ceci, je rajoute les syndromes de Cushing très sévères, on mettra par exemple le kétoconazole ou la métopyrone, si on pouvait les avoir, parce qu'ils ont un effet immédiat. En quelques jours, vraiment, c'est très rapide. On l'a tous utilisé auparavant. C'est très rapide. Vous allez avoir le corticisme. Mais le souci avec le kétoconazole, c'est l'échappement. Vous ne pouvez pas toujours compter sur le kétoconazole à long terme. Mais par contre, la métopyrone est meilleure sur ce paramètre. Et elle ne va pas permettre un contrôle médical à 100%. Ça va être 50%. On pourrait compléter par le mycotane si on en disposait. Donc, il faut savoir qu'ailleurs, ils ont tout est disponible en milieu hospitalier. Et puis, le praticien choisit et il fait sa recette pour chaque patient en fonction de son expérience. Donc, voilà. Finalement, il faut associer de préférence parfois un médicament à visée hypophysaire, un médicament à visée périphérique. Ceux à visée périphérique ont une action rapide
et associés à ceux à visée hypovisaire. Une autre question concernant les stratégies thérapeutiques. Il y a des stratégies thérapeutiques avec titration du traitement, c'est-à-dire on augmente les doses progressivement, et d'autres stratégies avec dose maximale, donc d'un traitement anticortisolique et replace par l'hydrocortisone et un minéralocorticoïde. Pouvez-vous nous éclaircir sur ce point-là? Par rapport à la métopyrone ou par rapport à quel cluster? Donc, le kétoconazole ou la métopyrone. Kétoconazole, moi je suis beaucoup plus sur la titration. C'est des patients qui sont hospitalisés. On a tous des cortisolémies dans nos laboratoires de centres hospitaliers. Je pense qu'il faut partir sur une titration. Par exemple, par rapport au kétoconazole, vous mettez une forte dose, vous allez avoir une cytolyse, vous allez avoir un effet secondaire qui va vous limiter. Donc, je préfère qu'on partirait sur minimum, c'est en fonction de l'intensité du Cushing, mais facilement, on a presque toujours démarré à 600 mg de kétoconazole par jour chez le patient et on arrive en quelques jours soit à augmenter, soit à normaliser avec cette dose-là. Titration resterait la meilleure. Pour la métopyrone aussi, on peut aller jusqu'à 9 comprimés par jour. Premièrement, on n'avait pas en fait, oui, j'avais une dotation que j'essayais d'utiliser pour de garder pour un maximum de patients. Et donc, on a préféré partir en titration et c'est aussi efficace et ça limite les effets secondaires. Donc, pour les effets immédiats kéto et métopyrone, je pense partir pour une bonne titration avec une surveillance en milieu hospitalier. C'est des patients qui ne quittent pas le service. Je suis d'accord, la prudence est de règle et la sécurité va avec la titration. Concernant la stratégie thérapeutique, donc, quelle est la place de la radiothérapie qui est en recul devant celle de la chirurgie, comme l'a dit si bien professeur Faisal. Donc, quand est-ce que vous allez indiquer la radiothérapie dans la stratégie thérapeutique? Est-ce qu'on échec vraiment de chirurgie en absence de traitement médical? Quelle est sa place? Et puis aussi dans le syndrome de Nelson, la radiothérapie préventive, quand est-ce que vous l'indiquerez? Il y a un macroadénome, oui. Il y a un macroadénome hypophysaire et agressif et vous n'avez pas le choix. C'est un Cushing sévère, multicompliqué et vous voulez partir sur une sérénalectomie. Oui, ça serait bien s'il est en échec de la chirurgie transfémidale avant de faire la sérénalectomie bilatérale, de faire une radiothérapie hypophysaire. L'objectif, ce n'est pas tellement sécrétoire parce qu'on sait que l'effet de la radiothérapie, il est tardif, c'est après plusieurs années. Donc à ce moment-là, il faut associer un médicament si on veut contrôler l'hypersécrétion. Mais essentiellement, si on met la radiothérapie dans des tumeurs agressives, grand macroadénome, c'est pour le contrôle tumoral de la tumeur, pour éviter que ça augmente. Mais vous savez, c'est du cas par cas. C'est d'où l'intérêt de ces RCP, les réunions multidisciplinaires, pour discuter ces cas et on prend en considération aussi l'âge du patient. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il veut encore des enfants? Donc c'est très important quand on prend une décision de la prendre en globalité parce que quand vous mettez une radiothérapie, il y a aussi l'interaction de tous les autres axes. Donc voilà, c'est des décisions vraiment multidisciplinaires et on met pour chaque patient vraiment une conduite appropriée à lui. Il n'y a pas vraiment de règle générale. On a des moyens thérapeutiques, oui, et qu'on va utiliser en fonction du tableau qui se présente devant nous. D'où l'intérêt, voilà, de prendre donc, la règle est une concertation multidisciplinaire et traitée de façon individuelle, le cas par cas. Une dernière question d'un orateur. J'avais un patient de 40 ans, obèse, admis en réanimation pour hypertension artérielle maligne, diabétique. Donc la TDM abdominale est normale, la kaliémie est basse, malade mis sous antihypertenseur, la maladie de Cushing est suspectée. Le problème qu'a rencontré ce médecin, c'est que pour arrêter le traitement médical, à chaque fois pour faire le bilan. Donc, est-ce qu'il faut arrêter le bilan, le traitement anticortisolique pour refaire les bilans? Le traitement Anticortisolique.
pour refaire les bilans. Donc, les bilans n'étaient pas concluants. Faut-il arrêter le traitement pour refaire le bilan? Donc, c'est un patient qui est connu Cushing et traité par un médicament. Suspecté. Suspecté que. Avec un médicament anticortisolique. Oui. Cortisolique. Donc, attendez. Donc, problème de bilan à faire et arrêter le traitement pour éviter les faux résultats. Traitement anti-hypertenseur. C'est pas précisé, donc c'est pas précisé. Mais je pense que pour les traitements courants anti-hypertenseurs ou statines ou autres, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Donc on a fait le tour donc des questions, d'accord. Et je ne sais pas si vous avez un autre mot à dire. Je tiens à remercier encore une fois la société marocaine pour cette initiative de webinaire mensuel. Je remercie également, vous remercie, Madame la modératrice, d'avoir accepté d'être avec nous. Je remercie tous les endocrinologues, les radiologues, toutes les personnes, les neurochirurgiens qui se sont connectés ce soir et qui sont restés avec nous à une heure aussi tardive. Et puis, bien sûr, je ne peux pas ne pas remercier mes chers amis et collègues, professeur Kamaoui et professeur Moufid, pour l'excellent travail qu'ils font ici avec nous. Voilà. Donc, à mon tour de remercier vivement notre société pour l'organisation de ce webinaire. Nous remercions aussi les laboratoires Cooper Pharma pour leur participation à la formation continue. Et on remercie tout le staff de Oujda, professeur Harbi aussi, pour son organisation. Et Inch'Allah, vers un nouveau rendez-vous dès jeudi de l'AS Médian. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.